Et bonsoir tout le monde et bienvenue. Enfin, bonsoir, bonjour, peu importe quand vous regardez ce débrief. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour The Débrief. Vous le savez, votre débrief des Grands Prix de F1 avec une équipe surchauffée à blanc et survoltée. D'ailleurs, ça tombe bien, il y en a un, on a l'impression qu'il est revenu de la Lune et qu'il a croisé Thomas Pesquet. C'est Mister Louis qui nous rejoint. Ça faisait très longtemps qu'il n'était pas venu. Salut Mister Louis. Salut. Ah, si la cam marchait. Ah oui, si la cam marchait, ce serait mieux parce que c'est pas moi qui ai touché. Ah, il vient de s'arrêter la cam. Elle a fait Bon, un arrêt comme ça, bam. faut que tu redémarres. J'arrive. Je me dépêche. Mais non, mais t'inquiète pas, Louis, c'est normal. C'est Mais non. bon. Voilà, voilà. Avec le Tiens, t-shirt, j'espère que vous êtes avec le sur t-shirt de la NASA. NASA, donc. Tu t'as été sur la Lune, Louis? Et oui, c'est pour ça que j'étais absent d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Je suis c'est vrai, allé. c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, très content de te retrouver. Du coup, Louis, avec toi, on va parler de Miami. Et puis, il n'y a pas que toi. Comme d'habitude, il y a mon fidèle alcoolique. Pas alcoolique, pardon, acolyte. Linkin. Salut, Linkin. Salut Quentin, salut Mister Louis, salut à tous, c'est ici que ça se passe. Ça y est, je commence déjà à dire une connerie. J'ai dit son alcoolique au lieu de dire son acolyte. Non, en fait, Ouais, non, mais je pensais à une blague parce que vous savez que moi, je fais un truc qui s'appelle Valinfo sur les réseaux sociaux. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir. Je fais un truc qui s'appelle Valinfo avec un autre gars qui s'appelle aussi Valentin. C'est pas pour ça que ça s'appelle Valinfo, hein. Trêve de plaisanterie. Et à la fin de l'émission qui est passée ce soir, il a parlé d'acolyte en parlant de moi. Et à un moment donné, je lui dis, purée, j'ai cru que tu avais dit que j'étais avec mon alcoolique. Donc c'est pour ça, j'ai pensé à ça en voulant dire acolyte et j'ai dit alcoolique. Voilà. Voilà, vous savez tout de ma vie comme ça, c'est bon. oh Mais en tout cas, là 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 là, ça fait rire, ça fait du bien, un petit peu de rigolade en, avant de... hmm, en tout cas, moi je suis très fière de vous avoir avec moi pour débriefer donc le tout premier Grand Prix de Miami qui s'est déroulé ce dimanche, enfin dimanche qui vient de passer, c'était le dimanche 8 mai, c'était à 21h30 heure française. Ça vous a pas fait coucher trop tard, messieurs? Mais non. De toute façon, je regardais la NASCAR en parallèle. Ça a fini plus tard. Ah. Eh oui, le championnat américain, évidemment, de voitures De un stock peu car. de stock car, oui, effectivement, C'est le qui est terme diffusé exact. sur Automoto la chaîne. Moi, je voulais regarder, Exactement. mais le seul problème, c'est qu'Automoto la chaîne n'est plus dans les offres Canal+. Si, alors c'est dans l'offre Canal Plus avec le sport là. C'est dans la grosse offre. Bah Ah, elle moi, est plus dans l'offre de base. j'ai celle-là, j'ai le Canal+ et l'ensemble du sport, mais Avec, avec toutes les chaînes BIN normalement. bah oui, mais j'ai ça, Ah mais ouais, trop. c'est plus disponible moi dans mon, je sais pas, Ouais. je retrouve plus cette chaîne, donc dommage. Dommage, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, Et bon, allô. ça vous a pas fait coucher trop tard. Alors si, pour toi, elle y est toujours. Hein. Je viens de vérifier, elle y est. Hein. Bah ouais, mais moi je l'ai plus dans mes. Bah, bien quand tu iras dans MyCanal, tu taperas sur la barre de recherche Automoto Automoto, la tu chaîne. trouveras. Voilà, exactement, tu On va trouveras. regarder. Ok. En tout cas, premier Grand Prix de Miami. Vous allez nous dire dans quelques instants ce que vous en avez pensé. On va parler de plein de choses. On va également parler, messieurs, de W Series, puisque c'était le retour de la catégorie à Miami ce week-end, avec notamment en tête d'affiche la double championne en titre, Jamie Jamie Chadwick, Chadwick. bien sûr. Pas de française cette année en W Series. Peut-être l'année prochaine, après tout. On sait pas. Peut-être Dorian Bien. Peut-être Dorian Pain. Bah, je pensais à elle justement. Mais je crois elle a conduit en endurance ou Ouais, elle elle est est. en endurance, elle sera aux 24 heures du Mans d'ailleurs, si je me trompe Voilà. pas. Les 11 et 12 juin prochains. D'ailleurs, je vous en parlerai après, messieurs, hors caméra, mais on va voir si on peut essayer de monter quelque chose pour les 24 heures du Mans, un petit dispositif pour suivre les 24 heures, quelque Alors si chose vous comme ça. voulez, je préfère depuis le bord de piste, étant donné que j'y serai. Ah, trop bien, trop bien. Bah, tu partageras sur The Débrief, comme ça sera pas Ouais, bah mal. si vous voulez, y a pas de souci. Yes. Mais on verra ça plus tard. C'est pas le propos. Notre propos, On c'est pourra le regarder, on pourra le regarder aussi sur la chaîne L'équipe. Ouais, N'oubliez c'est une pas. équipe qui diffusera en oui. intégralité. Bah parce que ils ont repris les droits en clair, vous savez, du WEC, du championnat d'endurance. D'ailleurs, il y avait les 6 heures de spa le week-end dernier. Ouais, exactement. Et il y avait aussi il y a 2 semaines, il y avait le DTM aussi. Mm, Non, c'était la semaine dernière. mm.
Mais bon, comme d'habitude, c'est toujours pas le propos de ce débrief, bien sûr. On est toujours pour le GP de Miami, mais voilà, on divague aussi. C'est ça, ce débrief. On parle de tout et de rien. C'est ça qui est cool. Sachez que si vous avez des questions à nous poser pour les prochains débriefs, on n'est pas en direct, vous le savez, à cause de connexion internet trop pourrie. On est dans les conditions du direct, on n'est pas en direct. Le débrief a été entièrement enregistré. Voilà, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans l'espace commentaires sur YouTube. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux. Vous savez, vous avez le compte Facebook, le groupe Facebook, la chaîne Twitch qui va bientôt reprendre les lives, ne vous inquiétez pas. Notre Instagram, The Débrief, notre chaîne YouTube, du coup, The Débrief, et notre compte Twitter, The Débrief. Voilà. Vous le savez, pour commencer The Débrief, rien de mieux qu'un petit tour de piste de Miami qui a été réalisé par Louis. Et comme c'est lui qui l'a fait, Louis, je vais te laisser nous décrire ce circuit de Miami. Alors, on arrive sur la ligne droite de départ avec les tribunes à gauche et les stands à droite. Donc on arrive sur un premier virage qui est assez serré, qui est quand même un bon gros freinage. C'est là qu'on a eu l'accident entre Schumacher et Vettel. Ouais, alors je me suis arrêté sur le premier virage parce que c'est le premier d'une longue série de gauche-droite. Hein, on est d'accord, Louis? Exactement, on arrive sur des S qui sont très rapides, comparables à Jeddah par exemple. Donc là, il y a eu donc on a pu voir au départ par exemple pas mal de contacts, Alonso par exemple, petite erreur personnelle. Ouais. Donc là on arrive, on a une post zone un petit peu plus calme et ensuite on va enchaîner sur un gauche-droite-gauche qui est extrêmement rapide. C'est là qu'on a eu l'erreur de Verstappen par exemple en qualification. Et là on est arrié dans le virage, alors de souvenir c'est le virage 10. C'est pas le 7, c'est le... C'est pas celui je dans crois, lequel... si je me trompe pas c'est le 8. C'est Bottas qui s'est sorti dans ce virage aux essais libres. Exactement, dans la première partie. En fait c'est un virage qui est en deux parties, vous avez un premier droit, vous avez un deuxième droit qui suit. Exactement, voilà. Ici vous avez un premier droit qui est assez ouvert, qui est assez long, qui est très rapide. Donc c'est là que Bottas a fait son erreur, il a tapé dans le mur à droite. Et ensuite vous avez une partie qui se resserre et ce virage est absolument horrible. Voilà, c'est horrible, vous avez le train avant qui s'ouvre, c'est imprenable. Là vous arrivez sur la première ligne droite, donc enfin qui est ligne droite. Il y avait une zone de DRS à cet endroit. Vous avez compris, hein, elle était à partir d'ici la zone DRS. Donc alors dans ma version, c'est une version avant que le circuit soit monté, forcément tout est pas exact. Et on arrive sur une très grosse zone de freinage, on arrive dans le secteur 2. Dans la partie importante du secteur 2, donc c'est là qu'on a vu pas mal de batailles, surtout dans le midfield fond. Et donc là on arrive sur la partie très technique, donc c'est là que c'est sorti Sainz. Et là hop, une chicane qui est très compliquée. Alors moi il y a un mur, hein. Il n'était pas dans la réalité, il y avait évidemment juste si on un revient on revient en arrière. Cette chicane, c'est là où c'est sorti aussi Max Verstappen en 3ème séance d'essai, où il a fait un tout droit, il a failli taper le mur d'ailleurs. Ah bah après c'est un endroit qui est très très haut, donc ou bloquer les freins, la voiture s'arrête presque instantanément. C'est une zone qui est extrêmement lente et qui est vraiment dure. On a vu beaucoup d'erreurs en essai et même en qualif. Hein. On a vu Alonso aussi tirer tout droit en course. Une zone qui est extrêmement dure. On passe sous les autoroutes du côté de Miami. Ouais, d'ailleurs on le voit, toi t'étais en 3... quand t'es arrivé, quand t'as commencé à freiner, c'était en 3ème vitesse, c'est un petit peu plus de 100 km/h. Là je passe à peine à 100 et encore je prends la chicane de manière assez agressive. Et donc là on arrive sur la dernière ligne droite. Alors ici on passait sous, ici il y a une autoroute qui passe donc on n'a pas là. Oui, sous la bretelle d'autoroute on passait. Voilà, et donc là c'est la grosse ligne droite, elle est parfaitement droite celle-là, il n'y a pas de douille. Vous avez le Hard Rock Stadium. Exactement. Donc là on va arriver dans la dernière chicane et c'est là que les pilotes se plaignaient beaucoup du tarmac qui était vraiment très dégradé. Voilà, une grosse chicane, on a vu pas mal de dépassements, on a vu Vettel faire une petite erreur ici. Et on arrive dans le dernier virage, alors qu'il passe, personnellement, je n'arrivais pas à passer à fond. Et on arrive enfin sur le tour. C'est un circuit qui est dans une longueur assez classique, hein, rien de spécial. Et je trouve personnellement que c'est un circuit qui est très agréable à rouler, sauf pour ce virage 8 qui s'ouvre, ça s'ouvre et on bouffe les pneus dans ce virage. Voilà, donc c'est... Excusez-moi, je voulais repasser en accéléré, c'est pour juste qu'on garde bien l'image de fin, voilà, du tour. En tout cas, c'était un beau tour, Louis, que tu nous as fait. On rappelle que le circuit, je crois, c'est 5 km 7, hein, on est d'accord? Oui, c'est ça. 5 km 7 que les pilotes ont eu à parcourir 57 fois. Donc c'est à peu près la même distance que les pilotes parcourent quand ils font Monza, par exemple. Ah non, Monza, c'est 53 fois, pardon, excusez-moi. C'est Bahreïn, c'est Bahreïn. C'est Bahreïn, oui, c'est 57 fois pour la même distance, effectivement. Pardon, excusez-moi, toutes mes confusions. Et tiens, il y a un truc aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est tu parlais des sorties de Max Verstappen dans la chicane, mais et puis de Carlos Sainz, mais il faut pas oublier Esteban Ocon. Qui
qui a d'ailleurs cassé un châssis, qui n'a pas pu participer à la qualification. Mais on va en reparler dans quelques instants et on se posera la question de est-ce que dans la zone où Carlos Sainz et Esteban Ocon ont tapé, fallait-il mettre des Tech Pro ou pas? Mais on en reparlera tout à l'heure, messieurs. Je vous laisse réfléchir à la question. Je pense peut-être que vous avez tous les deux une idée. L'un et l'autre. Voilà, l'un et l'autre. Donc, Bon, cherche pas avec tes doigts, t'inquiète pas. Allons à l'essentiel. Voilà, on va à l'essentiel. Bah, ça tombe bien, Linkin, puisque tu viens de terminer. Ça tombe bien à toi maintenant, puisque c'est l'heure du point technique. Et cette fois-ci, cette semaine, dans ce débrief, il est consacré à Mercedes. Dis donc, tu aimes cette écurie maintenant, Linkin? J'envoie la première photo. Alors, pourquoi justement je me suis beaucoup intéressé à Mercedes? Et parce que tout simplement, Mercedes l'avait déjà expliqué dans un communiqué que ils allaient apporter sur 2 voire 3 grands prix successifs des améliorations, à savoir notamment, et donc Miami et Barcelone font partie de cela. Alors pour commencer, Mercedes a apporté en tout cas c'est vraiment plus entre guillemets des petits détails. Au niveau des ailerons, je vais parler déjà de l'aileron avant parce que c'est un petit peu plus simple. Et ben en fait, c'est juste l'aileron supérieur qui a été un petit peu plus retravaillé. C'est-à-dire au lieu d'avoir quelque chose de relativement très plat, et ben là, il y a un petit peu plus d'incurvation. Voilà, c'est rien de compliqué à cela. Et pour ce qui est de l'aileron arrière, là, justement, cette incurvation qu'on a souvent vue dernièrement. Non, Valentin, c'est pas le moment. Tu peux juste rechanger. Pardon, excuse-moi. Effectivement, voilà, la photo suivante, c'est l'aileron avant. On vous le détaille juste après. Vas-y, Lithil, excuse-moi. Voilà, t'inquiète pas trop. Donc, du coup, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais parlé d'incurvation, justement, au niveau de l'aileron arrière, qui était relativement prononcé sur les derniers Grands Prix, notamment, je crois, sur Imola et sur l'Arabie Saoudite. Oui. Et cette incurvation-là, on revient sur un concept un petit peu plus simple qu'on a vu notamment à Bahreïn. En fait, voilà, ils reviennent avec des améliorations. Ils reviennent sur du Bah oui, parce qu'en fait, ils reviennent sur le spec antérieur. Voilà, ils reviennent sur le spec antérieur parce que justement, ils ont expliqué une chose qui est quand même importante. C'est que si les améliorations qu'ils ont faites pour ce Grand Prix ne fonctionnaient pas, à ce moment-là, ils abandonnaient justement le concept de la voiture 2022 pour se focaliser sur 2023. Donc ça, c'est le point clé. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils abandonneraient ce concept, entre guillemets, extrême, sans ponton en fait. C'est ce concept extrême. Il reviendra à quelque chose de plus conventionnel. Mais alors attention, parce qu'on rappelle qu'il y a les budgets capés. Souvenons-nous quand même que chaque écurie ne peut dépenser que combien, Louis? 125 millions de dollars? Ou un peu plus? L'année dernière, c'était 145. Cette année, je crois que c'est 127, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On rappelle d'ailleurs que Red Bull, j'ai appris ça. Je sais pas si vous aviez vu cette information, messieurs. Je dérive juste sur Red Bull et on revient sur Mercedes après. Linkin, je te laisse continuer ton point technique juste après. Mais petite précision, il paraît que Red Bull aurait déjà dépensé 2/3 de son argent en recherche et développement. C'est-à-dire qu'ils avaient c'est pas étonnant, hein. Ils avaient 10 millions alloués. Ils en ont dépensé, je crois, 6 ou 7. Bah en soi c'est pas forcément étonnant parce que je pense que le plus gros de la dépense c'est quand même en début de saison pour préparer la voiture. Les améliorations, je pense pas que ce soit le plus gros de la dépense. Je suis pas forcément étonné par cela. Il reste on était au 5ème GP. Il nous reste en gros 2/3 de la saison. Franchement non, je trouve ça normal. On rappelle qu'on achèvera le premier tiers de la saison au 8e Grand Prix. Donc ce sera après Monaco, ce sera Bakou en Azerbaïdjan, avant le Canada. Ouais. Non, je suis pas forcément étonné par cela. Je trouve ça plutôt normal. Je m'y attendais. Attention, il faudra quand même être malin avec ces budgets-là. Oui, il faudra être malin, mais je pense que toutes les équipes doivent être à peu près au même stade de leurs dépenses. Sauf peut-être pour des écuries comme As, peut-être. Mais je pense que toutes les équipes sont dans ces eaux. Ferrari a pas dépensé beaucoup. Ferrari n'a pas apporté d'upgrade. Après, à mon avis, ils développent les upgrades. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles sont pas faites. Mon avis, c'est que Ferrari, de ce qu'on a entendu, ils apportaient un énorme package pour Barcelone. Et Aston Martin apportait quasiment une nouvelle voiture pour Barcelone. Ouais, la moitié. C'est les rumeurs qu'on a entendues, donc à voir si ça se concrétise. Aston Martin, je peux le confirmer, ils vont apporter
une demi, enfin pas une demi Oh, une V2 quoi, une V2 quoi, une c'est version un gros 1.5 quoi. package. Oui, un gros package. Ils vont changer la moitié de leur voiture, donc La MR21B. Non, la comme, MR22B. comme on dit, c'est à qui tout double dans ces cas-là. C'est soit ça marche et c'est juste génial, soit c'est un flop et Mm. voilà. Bah, un peu ce qu'avait apporté Sauber en 2013 en fin de saison, ou McLaren en 2012. McLaren, on rappelle au quatrième GP, ils arrivent à quasiment une nouvelle voiture. Hein. Ils arrivent avec un concept aéro qui est totalement modifié. Hein. Pour ceux Ouais. qui se souviennent de saison 2010, comme ça, on rappelle qu'en McLaren en 2012, la voiture elle a beaucoup changé, bizarrement au quatrième GP. Hein. Oui, mais il n'y avait pas de budget capé à l'époque. Ouais, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que Oui, la c'est voiture, à mon avis, ils vont inventer une grosse voiture, une grosse amélioration. Bon, alors Linkin, je continue avec toi pour le point technique. On repart sur Mercedes. Est-ce qu'on peut parler de l'aileron avant maintenant qu'on a parlé de l'aileron arrière? Est-ce qu'on Bah, peut... vas-y, envoie les Bon, images, je... ça va m'aider. Voilà, la deuxième image, c'est sur l'aileron avant. C'est la différence du coup entre Miami à gauche, Imola à droite. Alors, il y a vraiment, alors, en fait, ils font un comparatif, mais ce comparatif n'est pas ultra flagrant. Il y a quelques détails, entre guillemets, c'est des histoires un peu de courbe, comme un petit peu comme je te l'ai montré sur la première photo. Alors, pour commencer, on le voit bien tout de suite sur le fond plat, le plus bas. Et là où c'est indiqué sur la flèche orange, et ben en fait, on a une petite incurvation qui revient au niveau du bargeboard côté droit, C'est la alors dérive. C'est la que dérive de voilà, l'aileron côté droit. voilà sur la dérive de l'aileron, alors que sur Imola, bah, c'est totalement plat. On voit bien ici sur le dessus, sur le bord, en tout cas sur le coin de la dérive, Ah oui, effectivement, la remontée tu est le un vois, peu plus prononcée et beaucoup plus plat. effectivement, c'est plus plat côté droit, côté Imola, que côté gauche, côté Miami. On sait pourquoi, Linkin? Excuse-moi, hein, je pose la question. On sait pourquoi? C'est c'est simple. Hein. En gros, comme on est sur un circuit qui n'est pas forcément qui est alors je vais dire comme c'est un circuit qui est beaucoup plus moteur que châssis. Mais Mercedes On- avait annoncé que le but c'était de rabaisser la voiture pour limiter le ah, porpoising. Je pense que les améliorations sont dans ce sens-là du coup, c'est ce Alors, qu'ils avaient annoncé. on rappelle le porpoising, hein, c'est tout simplement le rebond, c'est le phénomène que nous en France on appelle le marsouinage. Je sais pas pourquoi Ça d'ailleurs. n'arrête pas de rebondir, c'est fou. Parce que porpoising ça veut dire marsouinage en français, c'est la traduction littérale. voilà. Parce qu'en fait un Et marsouin quand ça nage, ça fait des sauts au-dessus de l'eau. Et oui, Voilà. c'est Je bon, me suis, je me suis renseigné sur ce qu'est un marsouin du coup pour cette année en Formule 1. donc, donc du Vas-y, coup on va Linkin. reprendre et puis on a l'évolution qui est un petit peu plus significative entre guillemets, c'est sur le dessus de l'aileron. Parce que tout simplement, Photo suivante non, peut-être? Non? non, reviens sur la photo que on était. Voilà, ça sera plus simple. Alors, je reprends. En fait, c'est sur le dessus. Si vous le voyez, et ben, l'aileron est beaucoup euh, plus plat. On revient sur une forme qui est entre guillemets simpliste. Alors que à Imola, bah, il y avait des ailerons qui étaient un petit peu plus à courbure et plus abaissés. Bah là, et c'est un petit peu plus braqué. Parce que justement, ça demandait quand même si ça demandait pas mal de puissance moteur, ça demandait aussi pas mal, entre guillemets, d'appui. Si on revient sur les virages, je crois 2, 3, et puis aussi le virage, tu sais, Louis, tu sais c'était combien le numéro de la chicane avant de passer au niveau du pont là? Les virages 14-15. C'était Ouais, bon, 14-15, ouais. ouais, je crois, voilà. Et ben justement, on a tous remarqué un peu durant le week-end bah, que c'était plutôt, entre guillemets, avantageux comme la fait, d'avoir un aileron de ce genre que par rapport à si on a gardé une config comme ça pouvait être à Imola, par exemple. Ouais. Voilà, en tout cas voilà pour cette image. Ok. Alors ensuite, l'image suivante. Alors ça a toujours rapport avec l'aileron avant. Tu peux nous expliquer?
Ben, en fait, y a pas tant énormément de choses à expliquer. C'est juste simplement qu'ils ont juste Mercedes a juste un petit peu entre guillemets, j'ai envie de dire, un petit peu refermé un petit peu la dérive, là, un petit peu plus rabaissé. Mais c'est vraiment entre guillemets Ouais, qu'un d'accord. détail, parce que sinon après, dans son ensemble, eh ben, comment dire, on l'a vu encore, ça a apporté un peu, mais ça n'a pas été aussi efficace qu'on aurait Bah, pu justement le penser. Lewis Hamilton était un peu plus à l'aise sur la voiture, de ce qu'on a pu voir, mais George Russell n'a pas vu une performance plus qu'avant. Hein. Je trouve que ça a pas forcément marché. Peut-être qu'à la limite, ils ont pas perdu du temps sur les autres. J'ai pas vu forcément quelque chose de significatif dans la performance de la voiture. Ouais, Bah, voilà, c'est ça. après, sur l'avant de la voiture, c'est c'est toujours difficile de voir le résultat tout de suite, non, Louis? Je sais pas, je dis ça, mais je suis pas Non, connaisseur. oui, bah des fois on voit des équipes apporter des upgrades et d'un coup elles gagnent pas une seconde, mais genre d'un coup tu vois que c'est plus simple. Bah par exemple Alpine a bien progressé entre Bahreïn et Grand Prix qu'on a là, on voit que les Alpines marchent beaucoup mieux, bon même si bon Alonso a un manque de chance significatif et Ocon, Ocon voilà quoi, c'est rien de spécial Ocon, à noter. Ocon, il a fait ce qu'il a pu. On en reparlera Il tout a à fait, il l'heure. a fait ce qu'il a pu, voilà. Après, il a fait une erreur, il l'a planté, ça arrive. Au bout d'un moment, c'est Ouais, voilà, c'est tout. Tous les pilotes font des erreurs. Mais je trouve qu'on a quand même une performance de l'Alpine qui a augmenté, par exemple, ça se voit. Alors que là, Mercedes a apporté des upgrades à Imola, de souvenir, ils en ont apporté quelques-unes. Là, ils en ont apporté et on n'a pas de. Bah, je sais pas, j'ai pas vu la différence. mais est-ce que tout simplement pour Mercedes. Alors, je poserai la question parce que ce sera un peu ce sera un peu la conclusion de fin de point technique. Est-ce que je peux montrer la photo suivante, Linkin, la dernière photo que tu m'as adressée Allez, pour... Alors, vas-y. la dernière photo, ça concernera plutôt l'aileron arrière. En haut, Linkin, on a l'aspect d'Imola. En bas, l'aspect de Miami. Qu'est-ce qui change concrètement? Et ben, Tout. bah non, bah, on va dire l'aileron est. Ah, c'est pas le Et même. comme je le dis souvent, bah, Mister Louis, tu peux même le voir, c'est juste c'était juste les courbes entre guillemets qui changent. On voit Ouais, bien on a plus, on va dire un aileron là qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de forme sur Imola alors que l'aileron arrière à Miami, il est beaucoup plus Oui, plat. Et ça, c'est effectivement, plus une bah, ah, mais, c'est le volet supérieur de l'aileron qui a été retravaillé notamment. oui, bah Et ça, c'est plus une configuration style qu'on peut avoir à Monza par exemple. ouais, bah c'est oui, vraiment une config low downforce, quoi. Il y a vraiment. Enfin, on voit que tout est beaucoup plus plat. Ouais. On est vraiment sur une configuration pour avoir peu de traînée de la VMAX. Bah Vu pour moi, la, ça, vu la... c'est des. Bah de toute façon, Mister Louis, excuse-moi de te couper, ça, je pense que ça sera des configs, Ah, notamment à Monza sera plus extra. À Spa peut-être. Peut-être à Spa. Hein. À Monza, on les aura. Je pense au Paul Ricard aussi, parce que comme c'est un circuit qui a beaucoup de vitesse, Bah après, et peut-être qu'à Monza on aura puis. quelque chose d'encore plus radical en termes de non-grip entre guillemets. Je pense que ça serait plutôt une configuration pour retrouver à Spa. Hein. Parce que Spa, on voit souvent des configurations avec très peu d'appui, mais quand même un peu plus qu'à Monza. Je pense que ça, c'est typiquement une configuration bah qu'on oui, aura à Ouais, Spa. parce que en Monza, ils fait, font un à châssis, hein. Spa, il y a le deuxième secteur. Le deuxième secteur est très Spa, il y a le important. deuxième secteur, voilà. Je pense que là, je pense que justement ce deuxième secteur correspond à peu près à ce qu'il y a à Miami. En plus grand, mais je pense que c'est typiquement une configuration Spa. Ouais. Je pense qu'à Monza, on aura encore moins d'appui. Peut-être qu'on aura. Je pense qu'à Monza, on aura le volet supérieur qui sera encore plus plat, quoi. Ouais. Simplement. Ah, moi, Ok, très j'avais une question pour conclure ce point technique sur Mercedes. Et merci Linkin en tout cas pour les explications. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en apprendre un peu plus sur la technique de ces nouvelles voitures. Euh, Louis disait quelque chose tout à l'heure. Je voudrais rebondir sur ce que Louis disait. Il disait normalement, quand en F1 certaines équipes apportent des améliorations, ça se voit tout de suite. C'est plus fluide, ça marche mieux. Et là, Mercedes, bah ça Y a marche rien, pas. je trouve que Eh, rien ne change. Est-ce que ça voudrait dire, et je vais commencer par toi, Mister Lui, puisque c'est toi qui as donné l'idée, donc c'est toi qui vas commencer à répondre à cette question. Est-ce que Mercedes, on peut le dire, se serait tout bonnement trompé dans son concept? Ah, peut-être pas dans le concept. Je pense que le concept a quelque chose parce que le fait de ne pas avoir de ponton, d'avoir du coup de base une traînée qui est bien limitée. Le concept, je pense il y a une idée, il y a une très bonne idée. Je pense juste que là, entre les budgets capés et peut-être le fait qu'il ait pu rater tout simplement, je pense que l'idée du concept est excellente, mais qu'ils n'ont pas réussi à le mettre en œuvre comme ils le voulaient. Et peut-être qu'ils s'attendaient pas non plus à avoir d'autres équipes, des équipes aussi performantes.
Peut-être qu'avec leur concept, ils se sont dit, ouais, c'est pas mal, ça devrait marcher, on devrait être devant. Alors que ça se trouve, alors qu'à mon avis, ils se sont trompés. Non, mais l'idée est bonne, je pense que l'idée de base est excellente même. Je serais même pas étonné de voir en 2023 des équipes s'inspirer du concept. Franchement, voir une équipe, une équipe genre Williams par exemple, va arriver avec à peu près le même concept, vu qu'ils sont très proches. Mais ouais. Je pense que le concept est excellent, mais qu'ils ont pas réussi à le mettre en œuvre comme ils le voulaient. Donc, pour toi, on serait dans un phénomène où ils n'ont pas réussi à débloquer la performance, en fait. Parce que c'est Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Mercedes, c'est ce qu'ils cherchent, hein, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ouais, on n'a pas encore débloqué la performance. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Hein. Et toi, Linky, ton avis sur la question, est-ce que tu penses que Mercedes s'est trompé de concept? Rejoins Mister Louis un petit peu sur ce qu'il a dit quand même. Ça se voit que Mercedes montre qu'ils veulent vraiment mettre en avant tout le potentiel de la voiture. Mais bon, bah, est-ce justement, on peut toujours se poser des questions sur est-ce qu'ils ont fait peut-être les bons, ont-ils trouvé est-ce ont-ils trouvé les bonnes astuces là de suite, ou est-ce que ça arrivera plus tard sur le long terme? C'est entre guillemets, j'ai envie de dire, difficile à dire. Donc là, mais pour moi, et là c'est peut-être malheureux à dire, mais je pense que là on a assisté à un premier tournant pour Mercedes. Ça veut dire qu'en gros, là on le voit qu'ils ont pris, alors même s'ils ont ramassé des points, ça sent que quand même par rapport à Red Bull et Ferrari c'est compliqué. Et là à mon avis ça va pas s'arranger avec l'Espagne. Hein. Parce que l'Espagne justement c'est un circuit où c'est généralement où ça détermine vraiment. Bah, en fait, on dit toujours que Barcelone, c'est le juge de paix, en réalité. Ça va être là qu'on va vraiment voir le vrai niveau des voitures. Et parce que surtout, c'est là que les écuries vont amener leurs principales améliorations, si je peux le dire comme ça. Ouais, oui. Après, faut faire attention. Hein. Barcelone, c'est une bonne référence. Néanmoins, si je puis me permettre de vous rappeler, As en 2019 qui fait une excellente course à Barcelone. Bon, la perf de la As en 2019. Bon, voilà. Non, mais bien sûr, bien sûr. Bien Donc, sûr. Il faut être mesuré aussi par rapport à ce qu'on va voir à Barcelone aussi, bien sûr. Mais en fait, on dit toujours que Barcelone a été un juge de paix. Mais du coup, oui et non, finalement, d'après ce que tu dis, Louis. Oui bah, et non. c'est-à-dire que c'est un circuit qui représente à peu près tout. On a quand même une grande ligne droite, donc on voit bien la Vmax d'une voiture. Il y a un secteur sinueux, des virages rapides. C'est-à-dire que c'est un circuit où toutes les caractéristiques de la voiture sont importantes. C'est pour ça que c'était considéré comme un juge de paix. Mais voilà, mais faut pas non plus, faut pas se dire si on est bon à Barcelone, on est bon partout. C'est pas le cas. Non. Faut faire Non. attention. Ouais, Ah, ok. de toute façon, je rebondis, je dis ça vite fait, puis après on Vas-y, transite Linky, vite. vas-y. Mais on le voit bien, sur des circuits rapides, par exemple, et bah, les grandes équipes peuvent vraiment se mettre en avant. Et on s'aperçoit que sur des circuits qui sont beaucoup plus sinueux, beaucoup moins rapides, et bah, d'autres écuries tirent peut-être mieux leurs épingles du jeu. On l'a déjà vu plein de fois par le passé. McLaren à l'époque, quand ils étaient avec Honda, quand le moteur Honda, bah, ils étaient beaucoup mieux sur des circuits qui étaient très sinueux comme Monaco ou Hongrie. Mais par contre, sur les circuits rapides, ils étaient allés complètement à la traîne. Voilà. Oui, et puis en plus cette année, je trouve qu'il y a quand même un gros mélange ensemble. Par exemple, l'Aston Martin, par exemple, marchait absolument pas en Australie, enfin pas vraiment. Elle marchait pas à Jeddah. Par contre là, ils font une double entrée dans la Q3 de souvenir. Vettel et Stroll. Et en termes de rythme, Vettel aurait été dans les points et Stroll marque un point. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple du coup de l'Aston Martin. C'est-à-dire que, à mon avis, cette année, ça se mélange pas mal dans le midfield. Hein. En fonction des circuits, certaines voitures sont plus à l'aise que d'autres. Franchement, on va voir ce que ça va donner. Et on Ça rappelle se trouve, d'ailleurs, Mister Louis, excuse-moi, oui. tu parlais de points. On rappelle que toutes les écuries ont marqué au moins un point à ce stade de la saison. Ouais, cette saison, oui. Et par exemple, ça se trouve, on va pas comprendre d'avoir une Williams marcher incroyablement bien à Monza. On va être dans l'incompréhension totale. On va avoir une P1, P2 Williams. Voilà, ce que je veux dire, c'est que cette année, on peut pas s'attendre à beaucoup de choses parce que, en fonction des circuits, j'ai l'impression que le field change totalement. Albon Genre devant McLaren, nulle part à Bahreïn, nulle part à Jeddah, Imola, ils font podium. Alors certes, il y a des circonstances de course, mais Lando Norris était présent en termes de rythme. Ouais, mais en fait,
on sait que la McLaren a toujours été très bonne sur des circuits avec comment dire, des courbes à moyenne vitesse. À moyenne vitesse, c'est à haute Bah, vitesse. Jeddah, ils étaient absents. Hein. Oui, Jeddah ils étaient absents. Oui, bon, c'est vrai. Bon, puis... Voilà, c'est-à-dire que franchement, en fonction des circuits, je trouve qu'on a un fil qui se mélange et ça, c'est vraiment cool. C'est très intéressant à regarder en tant que spectateur, hein, c'est super. Non, mais Ce genre de saison, on adore. Je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, effectivement, je vous poserai une autre question à un moment donné aussi, c'est est-ce que pour vous, la réglementation 2022 tient sa promesse initiale, c'est-à-dire de rapprocher les écuries, mais ça, on en parle à la fin, si vous voulez bien, parce qu'après 5 courses, comme on a un vrai aperçu, on pourra faire un vrai bilan de savoir si la réglementation 2022 apporte vraiment plus de spectacles, Mais on en parle à la fin. D'accord, messieurs? Ouais. Bien. Ok. Eh ben, écoutez, on va peut-être démarrer par la première séance d'essai libre sur ce circuit qui a eu lieu donc... Ah, alors attendez. On n'a pas parlé des infos du paddock. Ah, alors, Alors, je crois que c'est pas la bonne séance d'essai. alors c'est surtout... Je me souviens très bien que Lando Norris n'était pas 14ème. Je me souviens très bien aussi qu'on n'était pas à Imola, mais qu'on était bien à Miami. Bienvenue, monsieur. Voilà. Excusez-moi, on a juste un petit problème de photographie, mais il va falloir que je fasse la même pour C'est toutes bon. les autres. Mais vous Bon, inquiétez c'est bon. pas, on va y arriver. Ça, c'est la première séance à Miami. Donc, voilà. C'est bien, j'ai changé toutes les photos, mais pas les bonnes. C'est pas grave. Alors... les Ferrari devant, il y a une Merco 2, il y a 2 Red Bull 3 et 4, puis tout le reste du field, avec donc un accident pour Valtteri Bottas dans cette séance qui a provoqué un drapeau rouge. Vos premières impressions, messieurs, sur cette première séance d'essai officielle à Miami? On voit déjà à peu près le field qu'on a eu en course se dessiner. À part la Mercedes de Russell, après ce sont des essais libres, hein, comme d'habitude, C'est il faut toujours pas trop s'y pareil. attarder. Voilà, hein, c'est ce que je répéterai toujours, hein, faut pas s'y attarder. Ces séances d'essai ne montrent pas la performance d'une voiture. On peut voir George Russell P1 dans la séance d'essai libre 2. C'est pareil, hein. Attendez, j'ai pas la bonne image non plus. On va la changer maintenant. Deuxième séance d'essai donc qui a eu lieu l'après-midi. Hop, voilà la deuxième séance. Ça change rien en fait que George Russell était quand même premier. Voilà. Voilà, Tout c'est-à-dire que exact, George Russell P1. Bon, bah il a pas fini P1 en course, hein, de souvenir. C'est bizarre, ça me remonte pas. Non, on l'aurait Voilà, su. donc, et d'ailleurs Valtteri Bottas qui a eu en crachant sa voiture, qui n'a pas pu repartir, et Verstappen qui a eu des problèmes en essai libre 2, qui l'a empêché, qui lui a permis de faire qu'un seul tour. Il a eu notamment le même problème qu'Albon à Imola, un frein en feu. Ouais, sauf que lui n'a pas attendu qu'il explose. Bah, c'est surtout qu'il était précautionneux à la fin. Linkin, qu'est-ce qu'on pouvait retenir de ces 2 premières séances d'essai, à ton avis? Même si ce ne sont que des séances d'essai, hein, on le rappelle, ça n'a rien de représentatif par rapport à ce qui s'est passé après. Bah, pas grand-chose en fait. Hein. On s'aperçoit vraiment que c'est toujours les mêmes qui sont aux avant-postes. Bah, Charles Leclerc, Verstappen, Perez. Russell qui vient s'intercaler, ça m'a un petit peu... Ça m'a pas choqué, mais ça m'a quand même un petit peu... Ça m'a quand même surpris. Après, rien de vraiment très extraordinaire. Ah si, Pierre Gasly, 5ème, je crois, en première ou seconde séance d'essai. Première séance, il était 5ème. Voilà le classement de la première. Effectivement, Oui, Gasly, voilà. 5ème, à un petit dixième à peine, à 2 petits dixièmes même à peine de Sergio Pérez. Ouais, bah pour moi, je me suis dit, ah tiens, si ça se trouve, Gasly avec l'AlphaTauri, commence à avoir du regain de performance. Parce qu'on sait que depuis les tout premiers Grands Prix, l'AlphaTauri, il est vraiment pas à son top niveau. Et puis, finalement, bon, bah après, ça restait que des essais, hein, parce que quand on a vu ce qui s'est passé en course, hein, voilà. Ouais, effectivement. Bah, de toute façon, il l'a pas fini, c'est crash avec Norris. Et avec Alonso aussi. C'est ça, il est rentré au stand au moment où la safety car était en piste. D'ailleurs, on en reparlera aussi de la safety car parce qu'encore une fois, je me suis énervée devant ma télé parce que Tsunoda et Latifi n'ont même pas pu rejoindre la fin du field
avant de avant qu'il relance la course. Ça pareil, je comprends pas. C'est une règle qui existe normalement. La voiture de sécurité doit au moins faire un tour avec tout le monde derrière elle, mais tout le monde n'était pas derrière elle. Donc voilà quoi. Moi je veux bien, mais il suffisait juste qu'elle reste juste un tour de plus. Et là elle le pouvait, il restait 10 tours après. Oui, on n'était pas pressé. C'est ça. Donc ça, c'était pour les 2 premières séances. Vous avez vu pendant ce temps-là que j'étais en train de bricoler la 3e séance d'essai libre pour vous avoir la photo. La voici. 3e séance d'essai, donc avec Sergio Pérez, qui a signé le meilleur temps devant Leclerc et Verstappen. Ça arrive pas souvent, ça. Hein. C'était la première séance du samedi qui eut lieu à 13h heure américaine, 19h heure française. Et Ocon, du coup, qui s'est craché au bout de son 3e tour avec son Alpine et qui n'a pas pu prendre part, on le rappelle, à la séance de qualification, châssis brisé. Oui, je crois que c'est... Ah non, non. Non, c'était Bottas où l'échappement est rentré dans le turbo. Get échappé. Get exhausted, comme on dit. C'est ça. On rappelle quand même que en 2e séance d'essai, Sainz s'est craché au même endroit que Ocon. D'ailleurs, moi, je vous avais dit, on va en reparler maintenant, puisque c'est maintenant qu'il faut en parler. L'accident d'Esteban Ocon, l'accident de Carlos Sainz, il paraît que les pilotes auraient demandé à la FIA de mettre à l'endroit où il y a eu le crash de Sainz et avant qu'il y ait le crash d'Ocon, des Tech Pro. Parce qu'on rappelle qu'à cet endroit, c'était un simple mur de béton. On est d'accord ? Oui, on est d'accord, mais le problème c'est qu'il n'y a pas la place. En soi, au moment où ils ont tapé, c'est sur le mur qui est de côté. C'est pas le mur qui est après la chicane. C'est le mur qui serait à la chicane, ça poserait pas de problème. Et là, ils auraient dû quand même en installer un à cet endroit-là. Mais le problème c'est que sur le mur qui est à côté, il n'y a pas la place. C'est la piste. C'est quasiment la piste tout de suite. Alors, c'est une zone qui est lente, donc c'est pas trop grave. C'est sûr qu'ils ont tapé avec l'angle, qui est avec le mauvais angle. C'est vrai qu'il faudrait trouver le moyen peut-être d'écarter le mur et mettre un Tech Pro à cet endroit-là. Je pense que ça serait important. Pour amortir les choses, parce que c'est vrai qu'ils ont tapé assez fort. Bah, Ocon, il a pris. Alors, les accéléromètres d'Ocon ont mesuré un choc à 51 G. Pour vous dire, c'est-à-dire que Esteban Ocon, pendant quelques millisecondes, il a supporté 51 fois son propre poids. Ça veut dire qu'il a supporté, en gros, si Esteban Ocon fait genre 65 ou 70 kilos, il a supporté 3 tonnes 5 pendant quelques secondes. C'est énorme, effectivement. Ce qui est énorme. Ouais, mais il y a un truc par contre, moi, qui m'interpelle. Alors, vas-y, Linkin, je t'écoute. Parce que tu sais, beaucoup de pilotes, depuis tout le week-end, se sont plaints du fait que des certaines portions de la piste, sur différents endroits, étaient potentiellement relativement glissants. Oui. Est-ce que justement dans ce secteur, à l'endroit où Esteban Ocon et Carlos Sainz se sont sortis, est-ce que justement ils ne sont pas un peu trop allés dans justement cette zone un peu glissante et que ce genre de truc devrait être remédié parce que malheureusement en fait, pour t'expliquer, Linkin, et Louis me contredira pas, mais entre guillemets, dans ce Grand Prix de Miami, il n'y avait qu'une seule ligne, qui était la ligne de course. Quand tu sortais de la ligne de course, effectivement, ça glissait. Louis parlait pendant le tour tout à l'heure qu'il commentait du revêtement. Effectivement, le revêtement a posé problème, notamment au virage 17. Après la deuxième zone de DRS, puisque la troisième, c'est celle qui est sur la ligne de départ-arrivée, enfin juste avant, voilà. À l'épingle du virage 17, ils ont été obligés de refaire des patchs de bitume, je crois d'ailleurs, à cet endroit. Oui, le jeudi soir d'ailleurs, l'asphalte était de très mauvaise qualité. En fait, c'était du calcaire qui venait d'un état voisin. De Géorgie, je crois. Ouais, de Géorgie, exactement. Et l'asphalte était de très très mauvaise qualité. Et parce que en fait les F1 dégradaient énormément l'asphalte, ce qui est d'ailleurs très dommage. Mais après, pour ce que disait Linkin, je pense pas non plus que là-dessus ce soit vraiment la seule que ce soit motif. La manière dont les voitures sont parties, ça ressemble plus à un raté sur la balance de frein. Parce que c'est vraiment l'arrière qui part en premier, comme un freinage raté quoi. L'arrière qui bloque d'un coup, le pont qui bloque à l'arrière. Ça ressemblait pas à une glisse de l'arrière, sinon ils auraient tapé d'abord l'arrière, comme ça, toi, le mur. Ça arrivait comme ça, et ils seraient venus retaper avec l'avant.
Ça ressemblait vraiment à un problème de frein à l'arrière, voilà, simplement les freins à l'arrière qui ont bloqué. Peut-être un problème sur le setup, le réglage, trop d'agressivité, parce que Sainz était rentré extrêmement vite avec des pneus médiums, de souvenir de l'accident. Voilà. Effectivement. Mais bon, en tout cas, ça fait beaucoup parler dans le paddock. Bon, on a laissé les choses telles quelles. Parce qu'effectivement, il y avait une question, Louis, tu l'as signalé toi-même, une question de, comment dire, si on mettait des Tech Pro à l'endroit où ils ont tapé, effectivement, comme tu l'as dit, tout de suite à côté, c'était la piste. Donc ça devenait, Ouais, voilà. ça devenait encore plus étroit, déjà. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils mettent les murs plus loin, qu'ils trouvent le moyen d'élargir un peu la piste à cet endroit-là. Pas forcément l'élargir en termes de place, simplement ils élargissent la taille des Tech Pro. Faut mettre des Tech Pro à la place du mur en béton, là où est actuellement le mur en béton. Parce que sinon je trouve que la piste à cet endroit-là est quand même, c'est très technique, c'est très serré, je trouve ça très intéressant. En plus la bosse elle est en montée derrière la chicane. Je trouve que c'est une zone qui est très intéressante et qu'il faut surtout pas toucher du point de vue pilotage. Je pense que si on recule le mur, qu'on met le Tech Pro et que du coup le Tech Pro arrive au même niveau que là où est le mur actuellement, ce serait parfait. Effectivement. On passe aux qualifications. Ouais. Allez. Alors, juste avant, les gars, les qualifications, évidemment, vous avez remarqué que c'était pas la bonne photo. On va mettre la bonne photo d'abord. Et une fois qu'on aura mis la bonne photo, on va pouvoir parler de la qualification qui s'est donc déroulée à 22h heure française, 16h heure locale. Et la qualification qui s'est déroulée bien sûr sur le format habituel des 3 séances qualificatives. Et donc, Esteban Ocon n'a pas participé évidemment en Q1, évidemment, puisque Ni toutes les autres, hein. sa voiture était irréparable. Donc les éliminés de Q1, Magnussen, Joe, Albon et Latifi. D'accord. Les éliminés de Q2, il y avait Mick, Daniel, Sébastien Vettel, Russell sur sa Mercedes, éliminé en Q2. Et puis Fernando Alonso, le premier des éliminés de la Q2. Et puis le top 10, vous l'avez, évidemment, avec, évidemment, tu le soulignais, alors, ils n'ont pas fait de double Q2 du coup. Oui, c'est seulement Stroll. Double Enfin, Q3. c'est... Seulement Stroll, qui a terminé d'ailleurs 10e de la séance, à presque 2 secondes du poleman Charles Leclerc devant Carlos Sainz, Verstappen et puis Perez en deuxième ligne. Pour 5 millièmes, une première ligne 100% Ferrari suivie d'une deuxième ligne 100% Red Bull. Voilà. Et Bottas qui se parvient à s'intercaler juste devant Lewis Hamilton. Très belle qualif de Valtteri Bottas. Beau pied de nez à son ancien coéquipier et à son ancienne équipe d'ailleurs. Ah bah oui, mais depuis le début de la saison, c'est ça pour Bottas, hein. Et d'ailleurs, au championnat, si je me trompe pas, Bottas est devant Hamilton. Ou alors pas de grand chose, hein. Ou alors l'écart est faible, à mon avis. On verra ça à la fin. Je vous montrerai évidemment le classement des pilotes et le classement des constructeurs après ce Grand Prix. Mais je pense qu'il doit être pas très loin, effectivement. Non, Voilà. clairement, Bottas cette saison, flamboyant, hein. Et puis donc quelques erreurs, mais à part ça, franchement, rien à dire. Et puis il y avait Gasly Norris en 4ème ligne et puis Yuki Tsunoda 9ème devant Stroll. Donc du coup, les deux AlphaTauri en Q3. Bon, ça s'est pas très bien terminé hein, pour les deux AlphaTauri, mais tout moyen le Grand Prix. En termes de performance pure sur un tour, elles étaient là. Comme d'habitude, faut qu'ils fassent attention à pas retomber sur leur travers de l'année dernière, c'était d'avoir une voiture très performante en qualification, mais pas en course. Ah, tu penses que AlphaTauri, ça pourrait être un petit peu... Alors, le syndrome Russell chez Williams, c'est-à-dire que Russell avait une très bonne voiture en qualif sur un tour, il est arrivé à sortir une performance extraordinaire, mais en course, c'était plus compliqué. Ouais, c'est ça, faut qu'ils fassent attention à pas tomber sur... Mais simplement le syndrome de l'année dernière, l'AlphaTauri l'année dernière, en fin de saison, c'était encore plus flagrant. L'AlphaTauri l'année dernière, elle faisait des P4 en qualif, mais derrière en course, ça suivait pas, du mal... Voilà, donc il faut qu'ils fassent attention à pas tomber sur les travers l'année dernière. Tiens, Louis, tu parlais de Valtteri Bottas. Non, il n'est pas... oui, il n'est pas devant Hamilton, mais... Hamilton est 6ème et Bottas est 8ème. Mais attention, il n'y a que 6 points d'écart entre les deux. Ouais, voilà, l'écart est très faible. Si ça continue comme ça pour Valtteri, il va finir devant Lewis. Et ça, ce serait très très beau. La petite histoire, quoi. Bah, ce serait... Pardon, excusez-moi, parce qu'en même temps, je réaxais bien Linkin sur sa caméra, évidemment. Mais ce serait une belle histoire quand même pour Bottas, lui qui était un... J'allais dire châtié, mais non, pas forcément. En numéro 2. On va dire que c'est...
J'ai du mal avec ce terme parce que je trouve que c'est très péjoratif pour lui, mais c'était un peu une. Quand il est parti de chez Mercedes, c'est une bête blessée, entre guillemets. Clairement, en Bottas, on lui voyait plus d'avenir. Et moi, le premier, je le reconnais. Pour moi, Bottas, il était fini. Et là, il est en train de nous prouver à tous. Et bravo à lui, justement. Et voilà, je reviens sur mes propos. Hein. Il a réussi à montrer que le Valtteri Bottas de 2014, 2015, 2016, il était encore là. Bah pour Alpha. Il a réussi à se relever. Il a réussi à se relever. Et là, il est en train de le relever Alpha avec lui. C'est très très beau. Et je serais pas étonné de voir Valtteri Bottas faire une pole cette saison. Connaissant ses aptitudes en qualif, vu la performance de la voiture, sur un Grand Prix qui lui convient, franchement un petit Bottas en pole, ça se prono hein. Il y a un petit podium Valtteri Bottas et aussi un premier podium pour Alfa Romeo depuis les années 80. Bah ouais, il faut remonter les livres d'histoire. Angelis d'Angelis peut-être. Elio De Angelis. Ah je crois. Comme ça. On regardera et on vous confirmera la stat de toute manière. Alors je regarde. Ils regardent tous les deux. Mais en tout cas, donc pour Valtteri Bottas, gros coup. Hamilton c'était mieux sur cette qualif quand même. On rappelle qu'il avait été éliminé à Imola en Q1, si je dis pas de bêtises. Hein. Éliminé en Q1, je crois 16e ou 17e d'ailleurs en Q1 à Imola. Donc voilà. Et puis pour ce qui est des autres, bah, des positions somme toute assez habituelles avec un Daniel Ricciardo qui continue de se noyer chez McLaren. Oui, voilà. Bah ça change pas. Hein. Ah oui, bien sûr. Disent mes deux acolytes qui sont. Alors, du coup, je l'ai. Le dernier podium d'une Alfa Romeo. Alors, c'est en 1984 à Monza avec Riccardo Patrese. Sur l'Alfa Romeo 184T. Riccardo Patrese. Et alors ah non, je pensais à Doce Jaris du coup, pas Elio De Angelis, Andrea Doce Jaris. J'étais pas loin, Doce Jaris, c'était 83. D'accord. C'est l'année d'avant. Bon. Mais je pensais à Doce Jaris, pas Angelis, je sais pas pourquoi Elio De Angelis. Non, Andrea Doce Jaris. Ouais, mais ça ressemble, là, ces Italiens, là, ils bouffent des pâtes. Ça pouvait être soit l'un, soit l'autre de toute manière. C'est bon, LinkedIn, t'es avec nous? Oui, t'inquiète. Justement, j'étais tombé sur des paquets de statistiques, mais vous inquiétez pas, je suis toujours en rapport. Alors, attendez, j'ai pas la bonne grille de départ, comme d'habitude. Du coup, ça donnait... Grand Prix des boulettes. des boulettes. Ça tombe bien, j'ai mangé des boulettes ce soir avant d'arriver. C'est peut-être pour ça que j'arrête pas de faire que des boulettes. Voilà, la grille de départ du Grand Prix de Miami. Du coup, pas de pénalité. Alors ça c'est pas la grille de départ, ça c'est la fin des qualifications. Parce que Stroll et Vettel, ils sont partis de la voie des stands. Oui, pardon, oui. Oh, oui, mais attends, j'allais y venir. Donc ça, c'était censé être la grille de départ, sauf que, effectivement, Stroll 10e et Vettel 13e n'ont pas pu s'élancer sur la grille. Ça veut pas dire que les autres ont gagné une position. Ça veut dire que juste, ils n'ont pas pu s'élancer de leur position, ils sont partis de la voie des stands. Pour un problème quand même assez peu commun, moi j'en avais jamais entendu parler d'un problème comme ça, mais d'un problème de température de carburant. Exactement, en fait, le carburant était trop froid. Alors voilà, pour vous expliquer simplement, les équipes refroidissent le carburant, du coup il est plus compact, enfin vous savez le principe quand vous chauffez quelque chose il se dilate, voilà, il se contracte. Du coup, les équipes refroidissent le carburant, sauf qu'ils avaient trop refroidi parce que la limite maximale c'est 10 degrés en dessous de la température ambiante. Voilà. Parce que si vous le refroidissez, le carburant il prend moins de place, vous pouvez en mettre plus. Par la FIA à un moment T. Oui, la température ambiante donnée par la FIA 1 heure avant le départ. Voilà. Et du coup, Aston Martin ayant trop refroidi le carburant, ce qu'ils devaient c'était attendre qu'il se réchauffe. Et sauf donc, que ils ont dû trop attendre, ils ont pas eu le temps d'aller sur la grille, tout simplement. Une erreur assez bête, hein. Franchement, je trouve que c'est une erreur très très bête. Bah, je comprends les détails, mais bon, pour moi, je trouve que c'est une erreur très bête. C'est-à-dire que les équipes refroidissent le carburant avant qu'on ait la température officielle par les FIA. Ils ont dû pas prendre assez de marge, et voilà. Dommage, dommage pour eux. Alors, du coup, parlons de la course, qui n'est pas le bon résultat, mais on va vous le mettre tout de suite, le résultat de la course. Oh, le vainqueur, c'est le même, hein, t'inquiète. Oui, bon. Il avait juste pas autant d'avance. Oui, bien sûr. L'avance était pas la même, hein. Leclerc, il était pas très loin. Hein. Voilà.
Et puis surtout, Leclerc était deuxième. Là, Leclerc était plus loin à Imola. Et ouais. Voilà, le résultat alors le résultat de la course, donc avec les abandons de Joe, de Norris du coup sur accrochage avec Pierre Gasly, et puis Vettel également qui a abandonné en toute fin de Grand Prix, mais lui qui est compté puisqu'il il est classé ayant fait plus de 90% de la distance de la course, il est classé 17e mais à 3 tours, effectivement. Après s'être accroché avec Mick Schumacher. Ouais. Mais on en Ouais, reparlera. accrochage malheureux. Mais on en reparlera quand on fera le déroulé. Du coup, reparlons d'abord du duel Red Bull-Ferrari. Les Ferrari étaient 1 et 2. Elles terminent donc 2 et 3. Pour Carlos Sainz, ça doit être quand même une satisfaction d'avoir enfin terminé une course. Une fois qu'il a terminé une course, c'était à Jeddah. Après une passe difficile quand même, il faut le dire. Hein. 2 abandons sur les 2 Grands Prix précédents. Quand on regarde les stats de Sainz, 100% de podium par course terminée. Leclerc n'a pas cette stat. faire dire ce qu'on veut aux stats, c'est quand même quelque chose de marrant. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme de dire que la moyenne de points de Verstappen, je crois que c'est 28 points. Oui, 28 quelque chose, elle est énorme. Alors qu'il a 2 abandons. Ou alors que Perez a 50% de pole position à Jeddah. Bah, c'est un fait, il y a eu 2 Grands Prix, on a pris qu'une seule. C'est vrai. Il a 50% des pôles à Jeddah, c'est tout. C'est vrai, voilà. Comme quoi les statistiques, on peut vraiment leur faire dire ce qu'on veut. Faites dire ce que vous voulez aux stats, un jeu très marrant. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce Grand Prix? Parce que c'est vrai que le départ, effectivement, Verstappen a tout de suite sauté Carlos Sainz au départ. Et puis ensuite, il y a eu un peu de grabuge entre Hamilton et Alonso aussi. Ça a même touché à un moment donné. Oui, ça aime bien toucher parce que Alonso, il a vraiment donné une petite tape à Hamilton en mode reste là. Et Alonso est passé, il a été pénalisé pour ça. Non, il n'a pas été pénalisé pour ça. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour cet accrochage-là. Ouais, c'est celui avec Gasly. Pénalisé pour l'accrochage avec Gasly. Et puis post-course, il a été pour pénalisé de 5 secondes pour avoir coupé la chicane. Voilà, il a coupé la chicane, il a pas ralenti, il a fait oh non, j'ai coupé, allez hop, tout droit. Voilà, il a pris une pénalité, j'ai envie de dire que c'est une pénalité normale, elle est dans le règlement, rien de spécial. Donc du coup, il a pris 10 secondes de pénalité, ce qui l'a fait du coup sortir des points. Il s'est donc classé... non 11e. Non, si, 11e. Bah non, avec les 2 pénals, il est 11e. Bah regarde. Non, avec la première, elle était 9e, et la deuxième, il était 11e. Bah non, parce qu'il a terminé à 32 secondes du vainqueur. On avait appliqué la pénalité au départ. Parce qu'il était... Ah oui, il était 8 à l'arrivée. La première pénale a fait descendre du 9. Oui, ça c'est la première. Ça c'est la première. Et 5 secondes, ça fait 37 secondes 128, donc il s'est retrouvé 12e. Ah ouais, 12e. Ah oui, mais attends, il y a... Puisque, bah si, c'est retrouvé... T'as pas le classement officiel, t'as pas le classement final avec Pena? Attends, je te le retrouve. Non, j'ai pas... Mais si tu peux l'avoir pour nous... Alors je peux te le donner, je peux te confirmer du coup alors ce qui est... Lance Stroll et Alonso est bien 11e, Stroll est 10e, Albon 9e et Ocon 8e, voilà. Alors il y a quelqu'un qui a été pénalisé entre temps. Oui, Ricardo, voilà, d'accord. Ricardo actuellement 13e. Il a été pénalisé. Voilà. Tu peux me donner l'écart qu'a Ricardo Alors Ricardo il a 40 secondes 902. Alors attends, 40 secondes 902, si on regarde mon classement, celui que j'ai... Oui, c'est ça, il était à 35 902, donc à 40... Ouais, c'est ça, il a pris 5 secondes aussi de pénalité. Il a pris 5 secondes de pénalité, donc effectivement, l'un dans l'autre, Stroll a terminé 11e. Non, 10e. Non, 10e du coup. 10e, Stroll marque un point. Oh, le point de Stroll sur tapis vert, incroyable. Albon a marqué 2 points. Et il avait les cheveux rouges, Albon. Ouais, non mais Albon, très grosse saison. Hein. Là aussi, hein, Albon, pour moi, Williams faisait un mauvais choix. Albon n'était pas forcément pilote flamboyant, là encore une fois. Cette année, les pilotes me font mentir, dis donc. Bah, c'est lui qui a marqué. Tu vois, tu dis, on peut faire 100% des points marqués par Williams. 100% des points de Williams sont marqués par Albon. 3 points sur 3. Bravo, Albon. Bravo. Williams, c'est le... Alors, attends, faudrait compter. Depuis 2019, Albon, c'est le deuxième pilote qui a marqué le plus de points pour Williams. Derrière Russell. Puisque Russell... derrière Russell et devant Kubica. Et Latifi, alors il a marqué combien de points la saison? Ah non, non, c'est vrai, Latifi, il a marqué des points. Oh non.
Du coup, il est 3ème Latifi et Kubica il est 4. Mais Ouais, Kubica il a marqué un point dans la Williams, c'est juste pour ça, c'est bon. ouais. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était la stat assez drôle. C'est ce qu'on voulait vous dire. Voilà. Mais en tout cas, quand même, globalement, comment on la juge cette course globalement, dans l'ensemble? Est-ce que c'était une La... course intéressante? Est-ce que c'était une course plutôt ennuyeuse? Est-ce que ce tracé qui est signé pour 10 ans, il vous a intéressé? Ou est-ce que vous en êtes complètement désintéressé? Dites-moi. Je commence par toi, Louis. Par là. Alors, oui, là, du côté de de ta gauche. Alors en fait, imaginez un monde, on a le même Grand Prix, mais la réalisation est pas à chier. Et ben en fait, on aurait eu un bon Grand Prix. Franchement, j'ai trouvé la réalisation à chier ce week-end. Ah, la Alors réal. alors que on avait plein de batailles. Genre, comment tu peux me justifier que Albon passe de la P18 à la P9, malgré certes des pénalités, donc P10 en course, sans sans que ça ait été intéressant, ou le fait que Vettel a tout simplement remonté le fil de jusqu'au point. Et on avait un Grand Prix qui était super intéressant, mais la réal était à chier. Franchement, déçu par la réalisation. Parce qu'en termes de spectacle, il y avait quelque chose. Déjà, la bataille Verstappen-Leclerc, ils se sont pas lâchés de toute la course. Enfin, après la safety car, Leclerc était collé à Verstappen. Enfin, vraiment, il a essayé d'attaquer. Perez a essayé d'attaquer Sainz. Franchement, on avait un super Grand Prix, juste la réalisation qui a ruiné le GP. D'ailleurs, heureusement que Sainz y a mis un peu du sien parce qu'il aurait pu finir au tapis, le pauvre. Oui, les deux auraient pu finir au tas. Ça aurait été très marrant de voir Bottas sur le podium. C'était Bottas? Non, Mais c'était plus non, Bottas. c'est Russell du coup. Russell C'est aurait Russell été sur le podium. Russell, la régularité, hein, vraiment, on devrait le mettre dans le dictionnaire. À régularité synonyme Russell, hein, quand même. Bah oui, Putain, non, il est mais, toujours là avec sa Merco qui marche pas. Hein. c'est vrai aussi. Décidément, Russell est bon pour outperformer des voitures de merde. Hein. C'est vrai aussi. Je suis d'accord. Et toi, Linkin, alors globalement, dans la globalité, comment tu l'as trouvé ce Grand Prix dans la globalité? Bah, le circuit, franchement, j'ai adhéré. Déjà, c'est plutôt, franchement, on va dire, c'est un mélange entre. C'est un peu. Je me suis dit au début, ça allait être un circuit un peu style comme l'Arabie Saoudite. Tu vois, un peu casse-tête, entre guillemets, pour absolument pas se sortir. Puis finalement, ben, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus large, donc potentiellement un peu plus de dépassement, donc ce qui était déjà une bonne chose. Après, effectivement, comme l'a dit Mister Louis, dommage que vraiment, sur tout le contexte de réalisation télé, ça a été, entre guillemets, coupé partout, parce que on le voit quand même. Bon, on a pris l'exemple des batailles midfield, mais si on peut prendre par exemple un pilote comme ça qui m'a attiré l'attention, c'est Ocon. Ocon qui part de P20 pour remonter P8 sans qu'on nous le montre quoi que ce soit, c'est franchement dommage. Parce que là, Très bon exemple. voilà, ouais, franchement, là ça aurait été beau à voir. C'est-à-dire qu'il a doublé des gens. On sait qu'à la fin, il les a doublés, mais on n'a pas vu les dépassements. Ben ouais, c'est ça, c'est malheureux. Donc, finalement, en fait, Abonnez-vous à la F1 TV pour revoir la course d'Ocon en on-board. Non, c'est sur Canal, tous les on-board et tout, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai aussi. J'avais oublié. Ah voilà, allez, on va peut-être faire la Euh. promo de cette merde là. Non, mais en vrai, non, F1 TV, il y a des trucs que j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des trucs très On intéressants. rappelle que vous savez avant que Liberty Media n'arrive, chaque pays avait sa propre réalisation. C'est-à-dire que le Grand Prix du Canada était réalisé par un réalisateur canadien, le Grand Prix de France par un réalisateur français, et tout ça. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une réalisation internationale. C'est le signal international qu'on voit quand on voit les courses et les images du signal international. Donc c'est le signal international qui choisit ces images. C'est pas Canal par exemple qui choisit de ne pas montrer. C'est le signal international qui est envoyé, évidemment. Bah ah non, après les années précédentes, ça fait longtemps qu'il y a un signal international. C'est vieux les grands prix réalisés par chaque pays. Non, c'était déjà avant Liberty Media, ça doit être depuis les années. Alors attends. Non, parce que je pense si, que. je suis... Non, parce que déjà, souvenez-vous, à l'époque de TF1, Christophe Malbranck se plaignait souvent des réalisateurs étrangers qui montraient jamais les bonnes choses. Bah oui, donc il y avait un. Oui, donc il y avait un signal international. Non, je pense. Non, si, justement, il se plaignait Parce que, ouais, forcément. J'ai regardé récemment la saison 2010, 2011, 2012. Il se plaignait. Et je me souviens, justement, il se plaint de la réalisation. Mais non, c'est la réalisation qui était internationale. Genre, on avait la même à chaque Grand Prix. Non, je crois pas que ce soit par pays. Hein. Je sais plus depuis combien de temps ce système par pays n'existe plus.
Je sais plus. Alors, je crois que ça doit être dans les fin années 90 qu'on est passé au signal international. Je sais Je plus. crois, hein, c'est à confirmer. Hein. Si Je peux vous pas savez dans vous les dire. commentaires, n'hésitez pas. Voilà, dites-nous dans les commentaires. Je suis sûr que c'est avant Liberty Media. Ça fait un moment qu'on a ça, mais ça doit être dans les années 2000 qu'on a eu ça, peut-être les années 2000. Peut-être. Hmm, Bon, en tout cas, à voir. voilà. Mais effectivement, Linky, je suis d'accord avec toi, la réalisation internationale n'a pas forcément toujours été à la hauteur. Mais pour autant, c'était un vrai bon Grand Prix. Alors après, est-ce que vous, le côté un peu chaud à l'américaine, ça vous a dérangé? Ou est-ce que pour vous, c'était quelque chose, ça apportait un plus? Ça m'a pas dérangé, franchement. Pour la Lin- simple bonne raison, Linkin, pardon, excuse-moi. franchement, ça m'a pas dérangé dans le sens où, entre guillemets, quand tu vas sur franchement, un Grand Prix de F1 ou quoi que ce soit, ou même si tu regardes même un peu les courses américaines, bah tiens, Mr. Rich, il pourra toujours mieux en parler parce Salut. que avec toi, puisqu'avec la NASCAR, L'Ascar l'IndyCar, et etc., Nicaragua, je me tape tout le monde. voilà, on D'ailleurs, s'aperçoit l'IndyCar, il que, y a le GP d'Indianapolis ce week-end d'ailleurs. Et ouais, voilà. et ne Donc, manquez pas la victoire de Romain Grosjean. Hein. oh, c'est un peu Alors, vite dit. non, non, Romain Grosjean, il est trop bon sur circuit. C'est là qu'il a fait sa première pole, il a 2 podiums sur les 2 courses qu'il y a eu. Non, Grosjean, c'est un crack sur circuit. Franchement, il y a moyen, s'il y a un circuit où il peut gagner, c'est celui-là. Bon, stop, on En parlera plus, d'IndyCar On- après. voilà, voilà. Linkin. Du coup, eh ben, je trouve que tu vois, bah, la F1, ça t'a un petit peu inspiré justement de ce que font les Américains. Et ça, c'est pour un show comme ça, c'est vraiment pas mal. C'est ce qui nous manque en fait en réalité sur plein de grands prix. C'est des shows un petit peu dans ce genre-là. Je suis sûr que si on faisait des shows un peu plus comme ça, je pense que ça attirerait peut-être plus de monde. Tu Ouais, mais vois, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que la F1 n'est pas un show qui se suffit à lui-même, en réalité? je sais pas, la course c'est intéressant, mais c'est bien aussi ce qu'il y a en dehors. Genre, pour donner un exemple, quand je vais aux 24 heures du Mans, parce que j'y vais plus tous les ans là. Franchement, je suis content d'avoir aussi tout ce qui est hors piste, ça m'intéresse. Après, est-ce que c'est important de le montrer à la télé? Moi, je pense pas. Et après, pour regarder du sport américain, donc NASCAR, IndyCar principalement, même si je regarde beaucoup de l'IMSA quand il y en a. Moi, j'aime bien le côté américain, mais c'est juste que la F1 ne colle pas forcément à ce show à l'américaine, ce qui veut qu'il faut. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça n'apporte rien, mais ce n'est pas. Genre, ça n'apporte rien, c'est simplement. Bah, en tout cas, les pilotes, eux, C'est pas à retirer. Ben, les pilotes, voilà, exactement, les pilotes sur le Grand Prix, ils sont contents. C'est pas à retirer, c'est ce que j'allais c'est juste dire, que ça ils ont n'apporte l'air rien à nous, d'apprécier. nous en tant que téléspectateurs, ça n'apporte rien. Voilà, en fait, les pilotes, ils ont apprécié parce qu'il y a même eu, je crois, le mercredi ou le jeudi, il y a eu Oui, devant oui, le... sur scène. Ouais, devant le Hard Rock Stadium, là où il y a eu le podium, Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est typiquement américain. Les pilotes, je pense qu'ils ont adoré. Même voilà, les spectateurs, c'est normal, c'était un peu plus dans l'ambiance américaine, du coup, pour les spectateurs américains. Mais en tant que téléspectateur, ça n'apporte rien. Voilà. Bon, Et par contre, les gars, j'ai mal à mon empreinte carbone, hein. Parce que la F1 qui fait Australie, Imola, Miami, j'ai mal à mon empreinte carbone. bah, à la limite, on aurait fait Australie, Imola, on serait resté en Europe. Pourquoi pas? Alors, on va aux US pour revenir en Europe, là, c'est le pire. Voilà, j'ai mal à mon empreinte carbone. Parce que, oui, l'Australie, c'est loin. Dans tous les cas, quand on veut aller en Australie, faut y aller. C'est sûr que si on voudrait adapter le calendrier, il faudrait peut-être faire Singapour-Australie dans le même temps. Ouais, genre derrière, ça serait logique à peu près. Bah Genre oui, un non, truc mais genre vous Australie, savez que- Singapour et on monte Vous en Asie. savez qu'à l'époque, j'avais moi proposé un calendrier par tournée, de démarrer effectivement par une tournée un peu asiatico-australienne. C'est-à-dire, Océanique, ouais, en c'est-à-dire, Malaisie, en Australie. c'est ça, c'est-à-dire avec Australie, Singapour, quand il y avait la Chine à l'époque, ça faisait Chine, Japon. Puis soit on partait directement en Europe, soit on faisait un Grand Prix aux États-Unis, où on faisait la tournée d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, États-Unis avant de repartir en Europe. Ou alors, pour terminer par, tu sais, en fin de saison, l'Amérique du Sud avec Mm. avec Bah, Mexique, Mexique. Brésil et puis le Moyen-Orient pour terminer, c'est-à-dire Jeddah, Bahreïn et l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, ou Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans le même coin. Mais Oui, voilà. voilà. Bon, c'était la petite remarque. Mais en tout cas, sinon, effectivement, devant, bah, il y a eu les batailles.
Après, George Russell, on va être honnête, il termine 5e, mais il a bien profité de la safety car. Pour Ah mais bah c'était sa stratégie, hein. Clairement il a clairement dit dans la radio, les gars, oui. on attend la safety car et on prie très très fort. Il a fait une prière au Hard Rock Stadium. Il a mis Ah non mais très clairement voilà, il savait que s'il s'arrêtait sous green, sous green, faut que j'arrête le sport américain presque. Non mais sous green, s'il s'arrêtait sous drapeau vert, voilà, s'il s'arrêtait sous green, il savait qu'il allait finir loin, il savait qu'il fallait qu'il atteigne une safety car potentielle. Elle est arrivée, il peut remercier Pierre Gasly et Lando Norris. Ouais. Oui, bah alors parlons d'ailleurs de la course du Normand Lando Norris. Et évidemment, le Normand Lando Norris. C'est Normand maintenant. Je savais pas. Non, pardon. La course de Pierre Gasly. Oui, de Pierre Gasly, pardon. Effectivement, lui qui partait pourtant à une très belle 7e position, mais qui était complètement chahuté, allant même jusqu'à se cartonner avec. Alors Alonso, c'est pas de sa faute. Norris non plus, en réalité, c'est pas de sa faute. C'est Norris qui se. Oui, 50-50. Bah d'ailleurs, on en pense quoi? Bon, Alonso Gasly, c'est vite tranché. Lincoln, on est d'accord que c'est de la faute d'Alonso. Il l'a d'ailleurs dit en interview, it's my mistake. Oui, il est arrivé trop loin. Oh, mais oui, bah, Alonso, il arrive un peu trop vite et bah voilà, bing, il va toucher terre et puis lui rendre sa voiture complètement inconduisible. Bon, bah voilà, c'est malheureux, hein, mais C'est ça. il a reconnu ses erreurs et puis c'est là ce qui est bien. Franchement, je vais quand même le souligner, c'est que depuis l'année dernière qu'il est revenu, on a trouvé quand même un Fernando Alonso qui assume beaucoup plus justement ses erreurs, son comportement, etc. Bah, en même temps, c'était criant que c'était de sa faute. Hein. D'ailleurs, il était pénalisé de 5 secondes pour ça. C'est un nouveau Fernando Alonso qu'on a cette année. Hein. Oui, mais on a depuis l'année dernière. Bon, voilà. Depuis l'année dernière, c'est un nouveau Fernando Alonso qu'on a. C'est sûr que c'est pas le Alonso de 2018. Hein. C'est clair. Bon, en tout cas, voilà. Et puis après, donc, il y a eu Gasly Norris. Alors, pour toi, Louis, tu penses que c'est 50-50? Parce que moi, j'ai pas revu le parce que on voit que Gasly, il est là, sur la piste, il s'écarte peut-être légèrement un peu. Et que Norris prend pas la marge, simplement. Et toi, Lincoln? Ouais. Je suis un peu d'avis que Mister Louis, en fait, bah déjà, on s'aperçoit que Gasly, d'ailleurs, il le dit en interview, et on revoit d'ailleurs même les images, quand il coupe, quand il se retrouve comme ça complètement à l'extérieur de la piste, il le dit, mais on le voit même sur les images, la voiture, il se bat avec la voiture, elle est complètement impilotable. Donc malheureusement, quand il rattrape sa voiture. Hein. Voilà, quand il rattrape vraiment quand il se rattrape pour revenir dans la piste, bon bah voilà, Lando Norris il arrive à cet endroit-là, bon bah il se retrouve côte et puis bah boum, hein, entre guillemets, ça aurait pu être plus dramatique, hein, quand on y pense. Oui, c'est. Puis Lando Norris n'a pas tapé de mur, donc au moins la voiture était facile à rentrer dans le truc. Voilà. Il faut dire une chose, à l'endroit en plus où il cogne Pierre Gasly, il y a on est dans un léger virage sur la gauche, tu vois. Et à ce moment-là, il aurait pu buter justement contre ce mur. Et puis ça aurait pu être bien plus dramatique. Il aurait pu être facilement beaucoup plus projeté que ça. Ouais. Donc on va dire les deux pilotes s'en sortent bien. Qui était l'Aston Martin qui était derrière Gasly et Norris? C'était Vettel ou c'était Stroll? Sûrement Vettel, vu que Vettel était devant Stroll. Parce qu'elle aussi, elle a eu beaucoup de chance, cette Aston Martin. Ouais, c'est Vettel. Donc, c'est Vettel. Voilà, safety car donc. Et puis, encore une fois, la safety car qui nous a fait de la safety car. C'est-à-dire que, effectivement, les retardataires se sont dédoublés. Mais moi, ça, je comprends pas qu'on attende que les retardataires, que tout le monde soit derrière la SC pour faire dédoubler les retardataires. Ils ont perdu au moins un tour ou 2 tours, les retardataires, alors que c'était facile de les faire se dédoubler quand ils arrivaient derrière la SC. Ouais, je trouve que la F1 fait pas forcément les choses correctement. Faudrait qu'ils s'inspirent de d'autres sports, justement. C'est bien qu'ils disent... Et puis surtout, le problème, c'est que Tsunoda et Latifi n'ont pas pu raccrocher le wagon à la fin en repartant
parce qu'ils sont partis peut-être avec 3 ou 4 secondes de retard sur le field. Alors tu vas me dire, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même une marge importante quand les autres sont repartis 3-4 secondes, c'est pas mal, hein. Bah ouais. Donc c'est Et- dommage. La safety car aurait pu rester juste un tour de plus parce que normalement, moi, il m'a toujours semblé dans la règle de la safety car que la safety car devait faire Oui, un tour Normalement, avec tout le monde derrière elle. On est d'accord. Normalement, voilà, elle doit relancer quand le field est complet et compact et qu'il n'y a plus de problème, évidemment, de sécurité sur la piste et que le field doit être tout rassemblé. Bah ouais, mais là, c'était pas le cas. Déjà, Bahreïn, Mm. elle nous avait fait le coup, la safety car. T'avais un autre groupe qui avait pas pu rejoindre le field. Je crois qu'Ocon, d'ailleurs, était dedans. Mm. C'est Non, vrai. mais cette Bah, année, les nouveaux directeurs de course, j'ai l'impression que ils veulent à la fois s'imposer et des fois trop. Genre là, non, non, ça sert à rien. Ah oui, Bah bah là, tiens, de toute on façon, parlera des directeurs de course. le cas le plus flagrant, on le connaît, hein, ça a été Abu Dhabi 2021. Hein. Oui, Oui, mais mais je bon. pense qu'on va pas revenir là-dessus. Non, C'était mais Mais de ça, ça, c'est encore autre 21 chose. directeurs de ça c'est course. encore autre chose, Linkin. Ça, c'est encore un autre cas. Oui, voilà, exactement. Après, qu'est-ce Mais qu'on là, peut regarde, la franchement. safety car, je crois qu'elle s'est retirée au début du tour 48. Si je dis pas de bêtises, il restait bien 10 tours à couvrir. Oh, Alors, la safety car, Comment dire que je elle est dormais à moitié rentrée, pendant le Grand Prix. la safety car, elle est rentrée au tour 46. Voilà, donc Euh, la course est repartie au début du tour 47. Donc il restait 11 tours. Donc elle aurait pu rester un tour de plus. En réalité, rien ne oui, l'empêchait. puisqu'après Gasly l'abandonne. Oui. Bah, Gasly Bon, l'a abandonné sous la safety car. ouais. La safety car était encore là quand Gasly a abandonné, justement. Puisque c'est quand Mm. ils ont pu se dédoubler qu'il est allé abandonner. Mm. En fait, Gasly il aurait dû se garer sur la piste. Ça l'aurait fait rester la safety car. On Ouais, va dire, en gros, tant que tu peux, j'ai envie de dire, tant que tu peux, entre guillemets, ramener la voiture au garage, tu le Il faut fais. la ramener, oui, il faut la ramener, c'est Voilà. mieux. bien Après, sûr. si tu peux, si Bien t'as pas, sûr, bien sûr, bien sûr. après, si t'as pas la possibilité de la ramener, bon bah tant pis, tu la laisses sur un côté où c'est pas encore trop, où c'est pas trop dangereux. Mais bon, voilà, c'est, c'est pas simple hein, entre guillemets à prendre en décision. C'est quand même complexe, hein. Tu vois, pour vraiment qu'on se mette vraiment dans la peau des pilotes pour savoir quelle décision prendre et quelles conséquences ça va avoir derrière. Ouais. Alors, vous parliez des directeurs de course tous les deux. Tiens, je voulais vous faire intervenir sur quelque chose, sur un sujet qui a été beaucoup évoqué dans le paddock. Justement, ça aurait dû aller dans les infos du paddock juste avant, mais j'y pense maintenant. On en parle maintenant. C'est la fameuse polémique sur les bijoux. Vous savez, les bijoux, les sous-vêtements inifugés et tout ça. Les directeurs de course veulent faire appliquer le règlement qui existe en la matière. Lewis Hamilton s'y oppose. Je crois que ça peut faire l'objet d'une amende. Je crois que c'est 50 000, hein, si je dis pas de bêtises, Louis, si on retire pas les bijoux. J'avoue que c'est un sujet qui ne Je sais m'intéresse plus. pas, Parce que d'abord, donc avant, je me suis pas premièrement, renseigné. c'est une réprimande, après, c'est une amende, et ça peut même aller apparemment jusqu'au retrait de points, il paraît. On dit Oui, oui, on ça, dit- c'est ce que j'ai pu dit, lire. on dit les directeurs de course et Ouais. Hamilton, pour s'opposer, est arrivé en conférence de presse le jeudi Oui, avec, avec 3 montres, avec 12 ses 3 bracelets, montres, 4 ses 12 colliers. bracelets, ses 4 colliers. Ah, vraiment. Non, mais après, c'est une polémique qui, Est-ce que vous personnellement, pensez quand même que là, le comportement de Lewis Hamilton, c'est un peu too much quand même pour des bijoux? Il peut bien je les sais pas. lâcher. Il peut bien les lâcher 2 heures. Bon, pour son piercing, par contre, c'est plus compliqué, effectivement. Mais pour des bijoux. Alors après, n'oublions pas, et c'est pas Linkin qui me contredira, mais dans l'histoire, les bijoux pour les pilotes, parfois, ça avait une symbolique. C'était normal qu'ils les portent avec eux. N'est-ce pas, Linkin, hein? Je me trompe pas quand je dis ça. Oui, effectivement. Alors, on va prendre quand même les choses dans un contexte. Vas-y, Linkin. Parce que là, bon, sur ce coup-là, je vais pas sortir les armes parce que franchement là, moi, j'ai pas le courage ce soir, surtout avec ce qu'on a, avec tout ce que j'ai vécu ces quelques derniers jours. Mais bon, quand même, on va expliquer les choses fermement. Je trouve que là, on arrive à un point où la FIA balance encore et toujours.
des règles qui sont complètement stupides. En Voilà, fait, ça Linkin, non, non, je peux pas te laisser dire ça. En fait, la règle, elle existe. Attends, non, non, Linkin, écoute-moi. La règle, elle existait déjà. D'accord. Les directeurs de course ne font que la faire appliquer, en réalité. Bon, alors, eh ben écoute, je vais te dire, et ça c'est pas, et ça c'est pas, alors moi je vais paraphraser mon frère Jean-Luc Roy, parce que lui, il avait dit depuis ces dernières années que cette réglementation commençait sérieusement à lui casser sérieusement les pieds. Il l'avait, La, je la le dis un règle peu de, existe depuis 2003, de souvenir. oui, mais ça lui cassait les pieds parce que justement pour lui, ce genre de règle, c'est un peu entre guillemets atteinte à la liberté personnelle des pilotes. Et ça, je suis désolé, mais l'atteinte à la vie personnelle des pilotes, de ce qu'ils sont avant tout d'être des pilotes, ce sont des hommes, et zut quoi, on est où? C'est quoi ça? C'est n'importe quoi, c'est de la débilité. Et voilà. Donc malheureusement, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais il faut abolir cette règle. On les laisse vivre comme ils veulent. Et moi, je suis désolé. Et quand je vais te donner un exemple tout con. Quand tu vois Bethel se pointer avec un caleçon par-dessus la combinaison, mais franchement, je dis bravo. Je dis bravo parce Alors, que ça, c'était oui, non, mais osé. Et ça, c'est ça pour rien c'est dire à encore la FIA, autre je vous chose. emmerde. Ça, c'est Non, encore non. autre. Non, mais attends, non, mais si, Je parce vous que c'est emmerde, mais autre chose. là. Ça, c'est la règle des sous-vêtements diffusés. Souvenez-vous, on en avait parlé Oui, à Imola voilà. quand Gasly avait dit qu'ils viennent entre guillemets, qu'ils viennent me fouiller les parties génitales s'ils veulent. Voilà, si ça les Voilà. amuse. Voilà. Non, Mais, je suis mais désolé, mais cette règle de bijoux, mais laissons les pilotes vivre comme ils alors, veulent. je Point. voudrais juste te dire à Louis qu'il a disparu de l'image. Ah, on l'a Alors, perdu, il y a une grosse on a perdu coupure. Louis. Est-ce que Louis nous entend? Louis? Merde. Ça, C'est je normal, sais, mais. c'est moi, Bah, vous inquiétez pas. Alors, Louis, est-ce ah, que tu nous entends? Alors, Louis est parti. On va le retrouver dans quelques instants. ouais, moi Euh, j'ai juste jeté un œil juste sur ma cause si j'ai pas un gros problème. Non, Non, c'est non, bon. Bah je pense voilà. que c'est pas toi, ça doit être Louis. Vous inquiétez pas, on va retrouver Louis dans quelques instants. Bon, Il va être avec nous dans quelques instants. Vous inquiétez pas, on a juste perdu Louis quelques instants, il revient. Donc, on parlait des bijoux, Linkin. On rappelle que certains pilotes portent des bijoux un peu de famille. Je pense à Pierre Gasly, apparemment, il a une croix avec lui dans le cockpit. Enfin, dans le cockpit, ou en tout cas sur lui, c'est un objet religieux qu'il voudrait bien pouvoir regarder. Euh, Effectivement, Louis le disait, c'est une règle qui existe depuis très longtemps en réalité, mais qui n'a. Excuse-moi. Ah, coucou Louis, tu nous as retrouvés? C'est bon, je suis revenu. J'avais un petit problème. On a bien compris. Oui, donc je disais, effectivement, Louis, c'est toi qui disais, c'est une règle qui date de 2003, les bijoux. Oui, si je me trompe pas, c'est 2003. D'accord. À vérifier, je préfère ne On, pas on trop on m'avancer. regardera et on vous en reparlera au prochain débrief à Barcelone. Mais euh, est-ce que pour vous, c'est. Enfin, j'allais dire, est-ce que c'est une mauvaise idée de faire appliquer strictement la règle? Parce que c'est ce que j'expliquais à Linkin. Il s'agit juste simplement de faire appliquer strictement une règle qui existe depuis longtemps. Louis, toi, t'en penses quoi concrètement? Moi, j'en pense pas grand-chose. Je pense que c'est un problème que la FIA et les pilotes doivent régler ensemble. J'avoue que j'ai pas forcément d'avis. Ils disent la FIA annonce que c'est pour la sécurité. D'un autre côté, c'est qui est dans le cas présent, si un pilote porte un bijou, on dit oui, ça peut le brûler si jamais il y a un incendie. Mais ça concerne uniquement le pilote en lui-même. Le fait de porter un bijou ne porte pas des problèmes de sécurité pour les autres pilotes, à part celui qui les porte. Je pense que c'est aussi à la responsabilité au pilote de faire ses choix. Donc, D'accord. Bon, bah, moi, franchement, ma réflexion, elle s'appelle là, elle s'arrête là. au moins c'est clair. Je Alors, considère, je considère que tant que ça ne met pas la sécurité d'un autre pilote en danger, que c'est au pilote de prendre ses responsabilités. Et bah, c'est-à-dire par exemple, je prends le cas de Lewis Hamilton, si jamais il a un accident, malheureusement, et que je sais pas, qu'il porte un bracelet, que ça le brûle et que ça lui pose problème plus tard, bah j'aurais juste envie de dire, bah voilà, tu connaissais les risques, on te l'a dit, on t'a dit ce qu'il fallait faire pour pas avoir ce problème. À toi, c'est ces risques-là, je pense simplement que c'est les pilotes qui prennent le risque. Après, d'accord. pour ce qui est des sous-vêtements,
Moi, je considère qu'ils doivent être inifugés, comme les autres parties des. Voilà, je mets les deux parties à part. Pour moi, les sous-vêtements doivent être inifugés. Voilà, surtout c'est ta protection. Mais Là, alors, hein. bah ouais, bah les sous-vêtements unifugés, ce serait pour la sécurité du pilote. Mais alors pourquoi selon vous, ils refusent catégoriquement de les porter? On se souvient que Gasly avait dit à Imola, bah moi j'en porterai pas, bah qu'ils viennent me fouiller les parties génitales s'ils veulent. Vettel, en signe de protestation, lui, il a passé le sous-vêtement unifugé par-dessus sa combinaison. Oui, Euh, alors je pense aussi qu'il y a un côté, et je suis d'accord avec les pilotes là-dessus, en mode, ouais, c'est pas Caleçon qui va protéger quoi. Genre inifugé ou pas. oui, oh, Si ta combi inifugée a brûlé, si elle a brûlé partout, c'est bien de te protéger les parties. Mais si t'as déjà les jambes de brûler, je pense que ça va pas changer grand chose au résultat à la fin si t'es mort ou vivant. Je pense que si ta ouais. combi inifugée atteint ses capacités maximales, je pense pas que ce soit le caleçon qui va te sauver la vie. Non mais À voir, hein, ça se trouve, je dis de la merde, il y a un pilote qui va porter un caleçon inifugé, ça va lui sauver la vie, on va être en mode waouh, mais ça m'étonnerait. Disons que. non mais Je pense qu'à je vois un ce que moment où tu si veux ta dire. combinaison est passée en termes de protection contre le feu, c'est que là déjà, t'es bien dans la merde. Alors est-ce que vous avez Disons que le regardé level de merde est très élevé. Est-ce que vous avez regardé le Grand Prix sur Canal+, messieurs, dimanche soir avec Oui, Romain Grosjean en commentaire? D'ailleurs, encore une fois, une belle prestation de Romain. On salue sa prestation au commentaire avec Julien. Toujours un vrai oui. régal de l'entendre. Lui qui a la connaissance de CF1 moderne et qui nous apporte plein de choses. Vous saviez, vous, qu'il y avait un groupe WhatsApp des pilotes F1 dans lequel Romain est toujours Euh, d'ailleurs. Et alors, je le savais. il a révélé d'ailleurs qu'il y avait un certain pilote allemand À qui certains a pilotes allemands, c'est bizarrement, il y en a que deux, il y en a un qui parle beaucoup d'ailleurs de ce genre de choses. voilà et qui a dénoncé le fait que le pilote de la safety car ne portait pas de hanse alors que dans sa voiture de route, il est censé être obligé de porter un hanse. Et qu'il a donc Ouais. dit bah il ferait mieux déjà de faire respecter ce règlement là avant de nous casser les pieds. Voilà. Et pour le groupe WhatsApp, il y avait des fois les pilotes qu'on avait déjà parlé, donc si on écoute bien ce que disent les pilotes, on le savait déjà. Mais de toute façon, tous les pilotes, quasiment entre eux, ont leur numéro de téléphone. Hein. Je pense que c'est pas un secret. Je pense que c'est un secret pour personne. Bien sûr. Après, pour l'histoire du pilote de Safety Car et le Hans, je suis quand même plutôt d'accord avec ce fameux pilote en allemand en question. Qui, à mon avis, ferait mieux. Je pense que le pilote de Safety Car ferait mieux d'en porter un quand même. Et on sait jamais, s'il se plante, ça arrive. Non mais t'imagines, il y a les safety car qui roulent à fond, la medical car qui arrive down the inside. Ah non mais. Non, je suis d'accord qu'il faudrait qu'il en porte un pour un point de vue sécurité. Après, c'est sûr que le jour où le pilote de safety car se plante, c'est qu'il sera passé quelque chose. C'est tenté que la safety car et la medical car fassent la course ensemble. Voilà, c'est-à-dire que. Par contre, d'ailleurs, vraie question, si on plante la safety car, est-ce qu'on met une safety car? Ah bah non, parce qu'il n'y a plus de pilote de la safety car. Le pilote de la safety car est dans la première. À moins qu'il y ait un Oui, mais pilote on de. a une deuxième safety car. Oui, Et mais normalement, attends, normalement, il y a toujours un pilote sur place. Au oui, pire, mais ils mettront Romain. il faut le pilote de remplacement. Au pire, on appelle Romain. Oui, Romain, voilà, c'est bon, et Romain. can you come drive the safety car, please? C'est bon, attends, dans le paddock. Il y a qui est tout le temps dans le paddock? Qu'on voit souvent. Il y a Romain qu'on voit pour les Grands Prix américains. Non, tu mets Nico Hülkenberg. Tu lui fais piloter la safety Voilà, car. Nico Hülkenberg, il est là, il est sur place. En Oh, plus, Nico, mets ton casque, monte dans la Merco, là. Non, non, pas la W13, l'autre, là, qui est un peu plus lente. Mais non, mais là, tu le mets dans la Stone Martin. Tu le mets dans la Stone Martin. Ah oui, monte dans la Stone. Non, non, pas celle-là de F1, là, celle qui est rapide. Ouais. Oui, c'est C'est ça. bon, ils auraient quelqu'un à mettre dans la voiture, c'est bon. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Je vois Linkin, il est en train de faire une tête. Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Non, C'est mais bon, voilà. les Non, non, Il est c'est juste que ça va me mettre de quoi avoir de la matière pour faire un bêtisier là. Ça continue comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais, on s'en C'est fiche. sûr. On se lâche, c'est les The Débrief. C'est pour ça que ça s'appelle The Débrief. C'est parce que c'est The Débrief. Vous verrez ça nulle part ailleurs, comme dirait l'autre. Voilà. Eh bah, Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est ça. Alors, on a regardé le résultat de la course, donc on le revoit une dernière fois. Donc, avec les abandons de Gasly, de Norris et de Zhou. On rappelle donc que
Albon a donc terminé 9, Alonso 11, c'est ça, 11. Stroll 10 du coup. Donc on avait Ouais. Albon 9, Stroll 10, Alonso 11, Ricciardo 12, Tsunoda 13, Latifi 14, Schumacher 15, Magnussen 16e à un tour. Et puis du coup devant, avec Ocon, une remontée de la 20e à la 8e place. On le félicite d'ailleurs pour cette remontée. Ouais. Et Après, puis, Vettel a failli faire la même. ouais, Vettel, c'était même la voie des stands. Jusqu'à c'est une ça. 9ème place ou une 8ème place, du genre. Et puis quand même, on félicite quand même Bottas, même s'il termine 7e, parce que très longtemps, il a tenu la 5e place, très longtemps, avant de se faire passer par les 2 Mercedes, malheureusement. Mais très longtemps, il a tenu la 5e place et c'est très prometteur. Tu l'as dit toi-même, Louis. Salut. On regarde qui est élu le pilote du jour. Là, on a la bonne photo. Vous voyez? Max Verstappen, pilote du jour. C'est vrai. Ouais. On va- Après, honnêtement, les pilotes du jour. Moi, Moi, je vote tous les week-ends. Est-ce Mais que, c'est ça pas- est-ce que ça compte encore aujourd'hui un titre comme celui-là de pilote du jour? Est-ce qu'il a vraiment Franchement- l'intérêt au vu de qui on a voté? On a voté Verstappen, mais il y en avait plein qui auraient pu prétendre à pilote du jour. Ocon Franchement, aurait pu pilote du prétendre- jour. Ocon, c'était Ocon, pour moi, c'est vraiment pour moi le driver of the day. Très clairement. On va Parce pas que se mentir, pilote du jour. Le seul moment où c'était intéressant, c'était de mettre Kimi pour voir sa réaction. Il aurait fait. Ouais. Il aurait fait. Bois. Bah. Voilà, c'est Non, tout. mais- hein. honnêtement, vraiment honnêtement, Ocon méritait beaucoup plus le driver of the day que Max Verstappen. Albon aussi. Franchement, j'ai Ocon. pas forcément d'avis là-dessus. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ah bah, Voilà. j'avais bien compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe directement au classement du championnat du monde de Formule 1. En commençant par le classement des pilotes. C'est toi qui disais tout à l'heure que Bottas était pas loin d'Hamilton. Eh bien, je peux te le confirmer. Regarde. 6 points. 6 points entre les deux. 6 points d'écart entre Bottas et Hamilton. Il n'y a que Norris entre les deux pour les séparer. Ocon, du coup, remonte au 9e rang. Magnifique. Esteban avec les 4 points. Bah non, puisqu'il était 8e, il a marqué 4 points. Il avait 20 points. Il était déjà devant Magnussen. Que je suis couillon, moi, quand je. Oui, il était déjà devant Mag. Que je suis couillon. quand Kimag. je- Dommage pour Kimag, hein, cette course. Je sais plus compter. D'ailleurs, belle interview de Kimag avec Romain Grosjean sur Canal. Ouais, c'était touchant. C'était touchant. C'était comme quand Romain a resalué Gunther. C'est Oui. trop touchant. Ouais, ça aussi. Donc Leclerc est toujours en tête, 104 points devant Verstappen qui ne compte plus que 19 points de retard sur le pilote monégasque. Pérez, 3e devant Russell. Carlos Sainz est toujours... bah non, il remonte 5e du coup. Puisqu'avec ses 15 points... Bah non, il était toujours 5e. Avec 38 points. Plus 15 points, ça fait 53. Je suis très con, moi, quand je veux. Hamilton, donc 36 points. Norris, 35. Bottas, 30. Du coup, Ocon, 24. Et Kevin Magnussen, 15 points. Du côté des constructeurs, côté droit, Ferrari n'a plus que 6 points. n'a plus que 6 points d'avance sur Red Bull Racing. Mercedes est toujours la 3e force du plateau. Non, McLaren, 3ème au championnat. 3ème force du plateau en termes de performance, j'ai du mal. bah, Ça change entre les Grands Prix. hein, si tu le dis. McLaren est 4e devant Alfa Romeo, Alpine, AlphaTauri et As, qui forment entre Alfa Romeo et As, il y a 16 points d'écart. Ça forme un peu le midfield en fait. Et on peut même y mettre McLaren. Enfin, on pourrait. Oui, McLaren, ils ont une grosse perf à Imola, mais là, par exemple, bah là, de retour, McLaren n'était pas franchement présente. McLaren, là, ils ont eu de la chance. On va voir ce que ça va donner sur les prochains Grands Prix, parce qu'à mon avis, McLaren va se faire rattraper par ce field, principalement Alfa Romeo, je pense. Dites-moi. Je pense que si Zhou avait pas eu d'abandon. Il y a quelqu'un qui souffle très fort dans son micro. Alors non, c'est le ventilo, désolé. Merci. Et il souffle à ma place. Je n'ai pas la clim. Il te souffle les bonnes, il te souffle les bonnes réponses en fait. Donnez argent pour la clim SVP. Aston Martin est donc 9e et à Williams 10e avec 3 points du coup. Incroyable. C'est pas mal pour Williams. C'est pas mal pour Williams, hein, parce que 3 points en 5 courses, c'est pas arrivé depuis un moment. C'est clair. C'est clair. Bon,
Alors, pour la partie F1, on a terminé. Il ne nous reste plus, messieurs, qu'à parler du retour de la W Series, la série 100% féminine, avec des F3, c'est ça, qui roule avec des F3, mais sans DRS. C'est le même châssis que la formule régionale. C'est ça, la Freca. Voilà, exactement. D'ailleurs, la Freca qui a commencé, il y a eu une manche à Monza et une manche à Imola. Ouais, D'ailleurs, c'était ce week-end. Non, c'était Ouais. la semaine dernière. Ce week-end ou la semaine non, dernière. c'était comme ça. ce week-end. En Voilà. même temps que la F4 italienne, d'ailleurs, qui était aussi ce week-end, je crois. Ouais, j'ai pas regardé Et personnellement. vous savez que c'est disponible sur YouTube, la F4 italienne, hein, sur la chaîne de Oui, la tout comme officielle. la Freca. Comme la Freca d'ailleurs, sur YouTube, hein, vous tapez Freca et vous allez tomber sur la chaîne de la Freca, la chaîne YouTube de la Freca, où vous avez en direct toutes les courses si vous voulez les suivre. Tout Voilà, en simplement. anglais, par contre, hein, on En précise. anglais, bien sûr. Et la Freca, quand elle est sur le même Grand Prix que la F1, est diffusée par Canal. C'est vrai, ce sera le cas à Monaco d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs, c'est la seule course où la Freca et la F1 se croisent. Oui, je crois d'ailleurs. Vous pensez qu'il faudrait aligner la Freca avec certaines courses du championnat? Bah, certaines oui, mais pas toutes. Pas comme ce que fait la F3 et la F2. Ouais. Ça serait bien que ça croise de temps en temps. Mais même de manière plus générale, ça serait bien que la F1 croise d'autres catégories. Ça serait bien par exemple que au Grand Prix de France, il y a la FFSA F4, ça serait cool. Ou au Grand Prix d'Italie, il y a la F4 italienne. Ça serait bien qu'il y ait ce genre de choses. Genre quand on va au Brésil, qu'il y ait la F4 brésilienne. Ah, alors Quand on va aux attendez. Émirats Arabes Unis, qu'on ait la F4 des Émirats Arabes Unis. Et oui, ce truc existe. Alors oui, Quand on alors va en Argentine, s'il y avait un Grand Prix d'Argentine qui est la F4 Argentine. ouais, c'est ça. Alors on parle des résultats de la W Series. Voici le résultat de la première course de W Series qui a eu lieu le samedi après la qualif. Oui, exactement. Qui a eu lieu du coup assez tard, 23h, je crois que c'était le départ. Heure Non, française. en fait, non, elle avait eu lieu avant. Mais sauf que Canal nous l'a proposé à 23h20. Ah. Pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Donc voilà, c'est Voilà. Chadwick qui l'a emporté devant Martha Garcia et Jessica Hawkins. Betzke Visser a terminé 4e devant Abby Pulling et Bruna Tomaselli. Chloé Chambers a terminé 7e devant Nerea Marti, Belen Garcia et Sarah Moore, 10e. Oui, d'ailleurs, alors j'ai pas regardé la course l'entier. J'ai juste vu que Alice Powell s'était faite défoncer. Donc elle n'a pas pu finir la course, alors qu'elle se battait pour la victoire. Il y a même eu un drapeau rouge d'ailleurs dans cette course. Hein. On rappelle, la W Series, c'est pas la même chose que les courses de F1, de F2, de F3. C'est une course au temps. C'est une demi-heure Oui. plus un tour. Exactement. C'est un peu comme la FE. La FE, c'est 45 minutes plus un tour. La W Series, c'est 30 minutes plus un tour. Et parfois, Exactement. heureusement que c'est que 30 minutes parce que parfois, on s'emmerde. C'est vrai, hein. Non, ça va, souvent les courses sont pas trop mauvaises. Après, je regarde pas parce que j'ai pas forcément le temps. Donc ça, Pour c'était ce le moment. top 10 de la première course. Et pour la deuxième course... Voilà la deuxième course. Et bien là encore, c'est Chadwick qui l'a emporté devant Alice Powell, cette fois-ci, qui a terminé la course. Et Nerea Marti. 4e position pour Belen Garcia devant Emma Kimilainen. Abby Pulling 6e devant Betke Visser. Sarah Moore 7e. Martha Garcia est 9e. Sarah Moore termine 8e. Et Claude Chambers 10e. En tout cas, parti comme ça, Jamie Chadwick va remporter un troisième titre d'affilée, il ne va toujours pas être en F3. C'est ça. Pourtant, on rappelle que la gagnante emporte 500 000 $ quand même. Hein. Ah bah, ça suffit pas pour payer une saison, apparemment. C'est vrai. Bon. Voilà, ça c'était notre point sur la sur la W Series. Donc, prochain rendez-vous, messieurs, parce que ça y est, c'est fini pour ce débrief, à moins que vous ayez des questions, des affirmations, des choses comme ça. Bah, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce qui s'est passé ce week-end et un peu en dehors. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'autre La Alors, semaine dernière, on a eu le début en DTM de. Comment ça s'appelle Le français Sébastien Loeb. c'est vrai. Ah, Course, oui. course moyenne, mais après il découvre, hein, donc je suis pas forcément étonné. Mm. Bah, C'est ça. alors, justement, je vais apporter une petite chose, parce que là, je suis Allez-y, les quand gars. même. Lob, Parlez je suis fort, bien. j'arrive. Lob, je suis quand même bien placé pour en parler, puisque l'ayant déjà rencontré
il m'avait évoqué deux, trois petites choses, mais c'était comme ça assez bref. Il a dit que malgré que il ait fait quand même du circuit en WTCC, etc., il avait toujours eu, entre guillemets, un peu plus de mal euh, avec ce genre de configuration, parce qu'il était beaucoup plus habitué au rallye ainsi au rallye cross et rallye raid. Je suis pas étonné. Mais déjà, c'est Voilà. cool de le voir essayer autre chose. Moi, je suis content de le voir en DTM. Oui, c'est ça. Bah, quand en plus, tu as déjà fait une épreuve comme Pikes Peak, qui remonte, bon, ça remonte à 2013, mais quand tu vois rien que ça, c'est déjà beaucoup. Ouais, Parce que là, on parle pas d'un circuit. Là, on parle de, bah, d'une course de côte. voilà, de la plus grande course de côte au monde. Donc, pas étonné. Je pense qu'il faut le laisser faire ses armes, Mais il a surtout besoin avec. d'apprendre. Il a besoin d'apprendre la voiture et c'est totalement différent de tout ce qu'il connaît. Ah bah ça, C'est une, voi- totalement. c'est une voiture qui a du grip. La dernière fois qu'il a conduit une voiture avec du grip, entre guillemets, c'est la Volkswagen IDR, je crois que c'est. Non, non, c'était un Peugeot lui. Peugeot 208 Pikes-Peak ou un truc comme ça. C'était une voiture qui avait du grip, qui était développée pour avoir de la downforce, comme on dit. C'est sûr qu'il a pas forcément l'habitude de conduire des voitures de ce type-là. Voilà, Mm. non mais je suis content de le voir essayer autre chose. Oui. Sinon, que dire ce week-end? Bah, ce week-end, il y avait la NASCAR. Ah oui. Euh, on a eu on était à Darlington, donc pour ceux qui connaissent, c'est une course où les pilotes arrivent avec des livrets rétro. Bah, forcément, hein, comme tous les ans, j'ai voté William Byron et la livrée Rainbow Warrior. Je pense que voilà, hein, c'est tout. Non mais voilà, c'est-à-dire que je ne vois pas d'autres possibilités. Rainbow Warrior de Jeff Gordon. En fait, à chaque fois, je trouve qu'en NASCAR, comparé à ce qu'on a sur différentes disciplines, je trouve qu'ils sortent des trucs rétro qui Ouais, sortent de l'ordinaire, c'est incroyable. Darlington, c'est un plaisir à voir tous les ans, toutes ces voitures rétro. En plus, le circuit de Darlington, c'est un circuit qui est assez atypique parce qu'on a quatre virages qui sont différents, avec dans les parties 1, 2 et 3, 4 des inclinaisons parfaitement différentes. Non, franchement, Darlington, c'est super avec les fameuses Darlington Stripes où on a vu des pilotes frotter, on a vu Kyle Busch frotter, on a vu plein de pilotes frotter. Franchement, c'était une bonne course avec un crash final et la victoire de Joey Logano, Je vois que numéro ça parle de 22 de NASCAR Swift pendant Team. que j'étais parti quelques instants. C'est ça? Bah, on parlait de ce qui s'est passé ce week-end et en NASCAR, on a eu justement les voitures rétro, enfin les livrets rétro, parce c'était le week-end de Darlington. D'accord. Alors, Donc qui, c'était tiens, intéressant. du coup, t'as peut-être dit, mais qui domine le NASCAR en ce moment? Alors actuellement, il faudrait que je vérifie. Chase Elliott doit toujours être en tête du championnat, il avait une grosse avance. Chase Elliott qui a gagné qu'une seule course cette saison, mais qui est très très bon, qui est très très régulier. Cette année, l'équipe Henrik de manière générale est très très bonne. Les quatre pilotes ont gagné une course. Les quatre pilotes sont à l'avant. William Byron est un des deux seuls pilotes qui a gagné deux courses cette saison. Avec, de manière assez étonnante, Ross Chastain, pour ceux qui. Voilà. Donc Ross Chastain qui est vraiment la révélation de l'année, hein, dans une équipe, on pourrait considérer de midfield, hein, presque. Pour donner une comparaison, c'est un peu comme s'il avait c'est comme s'il avait une Alfa Romeo, voyez-vous. En termes d'équipe, en termes de structure, de budget. Chastain, révélation de l'année, hein. Deux victoires cette saison. Une sur le routier du Kota et une sur Eh oui, parce que le quota, on rappelle, fait partie des circuits routiers de la NASCAR. Au même exactement, et titre sur qu'il est le le circuit de F1 du circuit des Amériques, au même titre voilà. que pour le MotoGP, il est le circuit du Grand Prix des Amériques, notamment. Bah tiens, vous parliez de ce qui s'est passé de la semaine dernière, le week-end. Et bah parlons de ce qui va se passer ce week-end dans les sports mécaniques, parce qu'il y a encore du beau monde ce week-end. Grand Prix de France de moto de souvenir. C'est ça, sixième manche du championnat du monde de vitesse moto au circuit Bugatti du Mans. C'est le nom du championnat, hein, avec MotoGP, Moto 2, Moto 3 et la Moto I aussi, la moto électrique, une double manche de moto électrique après celle de Rérez il y a 2 semaines. Voilà, donc c'est ce week-end avec nos deux champions français, Fabio Quartararo et Johan Zarco pour la MotoGP, et puis le petit Lorenzo Felon qui courra son deuxième Grand Prix de France après l'année dernière. Voilà, donc ça, ce sera à suivre sur les antennes du groupe Canal, avec 20 heures de direct, hein, pendant tout le week-end, et puis ils auront, vous savez, la terrasse du circuit Bugatti, la terrasse Motul du circuit Bugatti, comme chaque année, ils seront là, Canal. Donc voilà.
Donc ça, c'est pour ce qui est à 2 roues. Pour ce qui est à 4 roues. Bah, comme tous les week-ends, il y a de la NASCAR. De souvenir, il y a le Grand Prix d'Indianapolis d'IndyCar. C'est ça, ce sera dimanche soir, le Grand Prix d'IndyCar. Alors attention, un Grand Prix d'Indianapolis à ne pas confondre avec le 500 miles. Hein, ça, ce sera dans 3 semaines puisque c'est le même week-end que le Grand Prix de Monaco. Ouais. Donc en NASCAR, ce sera la course du Texas, le Super State Batteries 400 presented by O'Reilly Auto Parts. Et toujours des noms de course aussi longs. Décidément, la Formule 1 s'inspire de ce championnat. Donc, circuit du Kansas Speedway, un circuit peu intéressant et sans forcément d'intérêt, qui ressemble à beaucoup d'ovales. Voilà, on va se faire chier. C'est un ovale. C'est un ovale pas ouf. L'Xfinity se rendra au Texas, c'est un ovale pas ouf. Parce qu'en fait, c'est une copie de Charlotte, mais sans l'inclinaison de Charlotte, donc c'est moins bien. Et voilà. Et la Truck Series sera au Kansas avec la Cup. Très bien. Donc ça, c'est pour le programme des 4 roues. Voilà. Et puis pour ce qui est de la Formule 1, de la Formule 2 et de la Formule 3, on retrouvera ces 3 catégories à Barcelone. C'est dans 15 jours, messieurs. D'ailleurs, notre prochain débrief, notez bien la date, ce sera donc le mardi 24 mai. Ça tombe bien, c'est la semaine de mon anniversaire. Moi, je suis né le 26, vous voyez. Donc, vous aurez le droit de me souhaiter un bon anniversaire dans les commentaires. Ouais, t'inquiète, si on veut, on le fera comme on l'a fait avec le père. Comme ça, au moins, on lui aura striké la chaîne et nous, on va se faire striker si ça continue aussi. Non, ça va. Même pas en rêve, Linkin. Si tu fais ça, je viens chez toi et je te tue. D'accord? Ah bah, va falloir me trouver, hein. T'inquiète pas. Voilà. Mais en tout cas, bon. En tout cas, c'était un plaisir, messieurs, de débriefer avec vous ce Grand Prix de Miami. Premier du nom. Rappelle qu'il a signé pour 10 ans en F1. Donc ça promet des 9 autres, peut-être, belles courses à l'avenir, d'ailleurs. Hein, Souvenez-vous d'un truc. La Corée avait signé pour 10 ans. Ah! Ouais, mais... Ça va, c'est bon, on fait des... Ouais, mais eux, on savait que ça ne tiendrait pas 10 ans. C'est un contrat, ça se signe aussi vite que ça se casse. Non, mais c'est parce que la Corée avait pas l'argent. Bud avait signé 5 ans. On attend toujours le 5e Grand Prix de Bud. Ah, le Grand Prix d'Inde. Le Grand Prix d'Inde, d'ailleurs, vous saviez-vous, en 2015, l'Inde était prévue à la base au calendrier. Et bah finalement non. Et pourquoi il était retiré d'ailleurs? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Parce qu'on n'a pas d'argent. Parce qu'on est pauvre. L'argent, c'est le nerf de la guerre en Formule 1. Exactement. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec moi pour ce débrief. Prochain rendez-vous donc le 24 mai 2022 pour le Grand Prix d'Espagne, puisque ce sera le week-end du 20 mai, le Grand Prix d'Espagne. Sur le circuit de Barcelone-Catalogne avec toujours cette horrible chicane dans le 3e secteur. Vivement... Arrête, j'ai des mauvais souvenirs. Ouais, non, vivement qu'ils reviennent sur le tracé de d'avant 2007. Ça n'arrivera pas. Alors, ce qui se passe, oui, mais je préfère te dire que maintenant, il y a une décision qui a été prise par rapport à cette chicane. Ah. Ils ont choisi, bon, je l'ai jamais dit, mais en fait, en gros, depuis l'accident mortel de Louis Salom en Moto 3... C'était Moto 2 même, c'était mon Moto 2. En Moto 2, voilà, en Moto 2, pardon. Et ben ils ont décidé maintenant de laisser conserver cette chicane, que ça soit pour les motos comme pour les bagnoles. Ouais. Non, les motos n'empruntent pas la chicane. Jamais les motos n'empruntent la chicane, elles empruntent toujours l'ancien tracé. Bah, et c'est pourtant, j'avais lu. Mais le moto, je crois, va prendre la chicane. Vite fait, j'en ai entendu parler de souvenirs, c'est ça. Alors, non, si vous avez entendu parler d'une chicane en moto, ce sera au Red Bull Ring. Oui, il y en aura une aussi au Red Bull Ring. Mais pas en Espagne. En Espagne, ce sera toujours la même en Catalogne. Pour le Grand Prix de Catalogne. Ce sera toujours le même circuit avec le même virage. Pas la chicane, mais le virage d'avant. Parce qu'il a été retravaillé, pour la moto, tout simplement. Donc voilà. Mais bon, ce sera notre grand regret. En tout cas, si vous voulez revivre l'ancien temps du Grand Prix d'Espagne, repassez sur F1 Championship Edition, bien sûr, avec l'ancien dernier virage. Chargé de Corsa. Ouais, c'est ça aussi. Voilà. Bon, en tout cas, messieurs, c'est fini pour nous.
Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, des observations à nous les poser. On en refera un petit tour au prochain débrief qui sera donc, je vous l'ai dit, le 24 mai pour nous à 21h. Alors, soit comme celui-là, ce sera enregistré et ce sera diffusé sur YouTube, soit j'ai l'occasion de récupérer une bonne connexion et on pourra refaire ça en direct. Voilà. Et ben, on va croiser les doigts. Cross the finger, as I said. Voilà. Ça, c'est comme diraient les Voilà. Américains. Bon, merci en tout cas, Mister Louis, d'être revenu nous voir. Ça fait plaisir de t'avoir vu et de t'avoir entendu. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. C'est gentil. Et merci Linkin, mon fidèle, pas alcoolique, hein, mais acolyte, bien sûr. Mais j'avais bien compris, t'inquiète pas, je te remercie bien, c'est réciproque. Et puis, en attendant, nous les amis, restez bien connectés sur les différents réseaux sociaux parce qu'il va y avoir pas mal de contenus qui vont sortir. Je vous rappelle Voilà. que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, sur Twitch, mais également sur notre Discord The Débrief. Vous aurez les liens en description de ce The Débrief. Merci à vous tous. Ce live est désormais terminé. Voilà, vous n'hésitez pas à follow la chaîne pour ne pas rater soit le prochain live, soit la prochaine vidéo. Followez-nous sur YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications quand les débriefs sortent. Quant à moi et quant à nous trois, on vous retrouve dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix de Barcelone. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à quel moment de la journée vous le regardez. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Ciao. Ciao.